Ce soir, eh bien, un programme chargé en 1h30, puisque nous allons parcourir 5 grandes révolutions, dont je pense que si on les prend globalement, on comprend pourquoi notre période actuelle est une période aussi spéciale que la période de la naissance de la modernité, de la sortie du Moyen-Âge via la Renaissance pour entrer dans le monde moderne. Il y a effectivement une révolution technologique, et ce sera en phase avec plusieurs interventions futures du CERA sur l'Internet et les révolutions technologiques. Une révolution conceptuelle, c'est peut-être la plus cachée ou la moins visible. Une révolution économique du monde des machines au monde de la connaissance. Une révolution sociétale où on redécouvre la question du sens, de pourquoi on fait les choses. En gros, on sait de mieux en mieux comment techniquement faire les choses, mais on ne sait pas forcément pourquoi on les fait. Il y a un manque de sens dans notre civilisation. Et aussi une révolution managériale, donc pour les décideurs qui sont dans la salle, eh bien, on va voir comment il y a parfois la nécessité d'être un facilitateur et pas seulement un décideur. Donc c'est ces 5 grandes révolutions que je vais vous synthétiser en me focalisant sur certaines plus que d'autres, parce qu'en 1h30, on peut quand même pas faire tout l'univers, hein. Mais l'idée générale, c'est bien avoir en tête qu'il y a ces changements technologiques, conceptuels, économiques, sociétals, et que cela implique aussi, bien sûr, de manager, de se comporter autrement dans l'entreprise. Alors, tout ceci, eh bien, on va plonger avec d'abord la première partie sur les révolutions technologiques. Et je vous dirais qu'il n'y a pas un Internet, mais il y en a 4. Et ça, je pense que pour certains d'entre vous, ce sera en partie une révélation, peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a 4 Internets qui sont, certains existent depuis longtemps, d'autres sont en train de se développer, d'autres sont visibles mais pas encore là. Et il y a des faits. Alors pourquoi y a-t-il des faits dans l'Internet? Eh bien parce qu'on peut considérer qu'il y a eu une espèce de miracle qui n'est jamais existé, qui est pourtant tout à fait, j'allais dire, un rationnel et technologique, mais qui n'est jamais existé dans l'histoire humaine. C'est une multiplication par 2 millions ou plus des capacités de traitement de l'information, de transmission de l'information et de stockage d'information. Voilà pourquoi je parle de la fait transmission, la fait stockage et la fait traitement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le petit ordinateur que vous avez sur ce bureau et le Mac SE30 que j'ai eu l'honneur d'avoir il y a 30 ans, il y a un facteur de 2 millions de fois de plus de capacité de traitement. Entre cette petite disquette que vous mettiez là dans le Mac SE30 d'il y a 30 ans et aujourd'hui les disques durs de 2 Tera que vous pouvez acheter pour 150 €, eh bien vous avez 2 millions de fois plus de capacité de stockage et on monte même à 6 millions si on prend la différence entre les premiers modems, les tout premiers modems de transmission entre ordinateurs et les câbles de fibre optique d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que jamais dans l'histoire humaine on a vu ça. On a vu des facteurs 1000 entre le paysan qui circulait en carriole à cheval et qui dans la même vie a pris 50 ans plus tard un avion à réaction pour la première fois de sa vie, il a augmenté d'un facteur 1000 sa capacité à circuler. C'est énorme. Mais là, on parle d'un facteur 2 millions. On ne se rend pas encore compte de ce que ça représente, un facteur 2 millions pour des outils dont on se sert tous les jours. Et c'est pour cela que je dis qu'en fait, cette révolution technologique que nous voyons sous nos yeux ne fait que commencer. Tout le monde connaît évidemment l'Internet de la communication, celui que vous utilisez tous les jours, celui des réseaux sociaux, etc. Jean-Michel, maintenant on mentionne Twitter ou Facebook dans toutes les conférences. N'oubliez pas de faire une postage sur Facebook ou Twitter. Bon, mais il y a 3 autres Internets, et c'est de cela dont on va parler bien sûr. Et le premier, c'est l'Internet des objets connectés. Connectés à Internet, pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez votre iPhone, votre iPad, votre ordinateur connecté à Internet. Mais demain, ce sera votre voiture. Demain, ce sera votre frigidaire, ce sera votre climatiseur, ce sera tous les objets que vous avez dans votre maison qui seront connectés à Internet et ça donnera des trucs du genre. Vous appellerez votre frigidaire et vous lui demanderez est-ce qu'il y a du beurre ou est-ce qu'il y a du lait. Il vous répondra il y a du beurre, il n'y a pas de lait. Vous lui direz commande le lait et évidemment il y a des palpeurs dans le frigidaire pour permettre cette performance évidemment de vous répondre et il vous dira Auchan ou Carrefour et vous répondrez Carrefour et quelle heure, etc., etc. Et donc vous pourrez dialoguer avec votre voiture depuis le TGV en disant il y a de l'essence pour combien de kilomètres, elle vous répondra 80 km, donc vous savez que vous pouvez rentrer chez vous sans faire le plein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça ira bien au-delà grâce à ces petits trucs-là
qui sont ce qu'on appelle des puces RFID. Ce sont vous voyez, ça c'est un truc tout plat, une étiquette qu'on peut coller par exemple sur un bouquin. Et vous avez déjà ça évidemment dans les grands centres de type Amazon. Avant vous aviez des Noria de type qui circulaient dans des immenses entrepôts pour chercher les bouquins et les mettre dans des enveloppes pour vous les envoyer quand vous avez acheté. Et ben maintenant vous avez des petits robots qui vont circuler, qui émettent un signal radio. Et là il n'y a pas de batterie, c'est ça pour ça que c'est très économique. Il n'y a pas de batterie, mais quand un signal radio est envoyé, eh bien ça active une réponse radio de la puce qui dit « Ah, voilà, moi je suis le bouquin, machin, etc. » Et donc le robot sait où aller chercher le bouquin. De même, dans votre entreprise, demain, vous aurez, tous vos colis auront des puces, et donc vous pourrez savoir en temps réel, avec les transports moussés, où sont tels colis que vous aurez à tel endroit en France, etc. Enfin, Jean-Michel transporte plus des produits alimentaires que des colis, donc faut peut-être... Mais enfin, vous voyez l'idée, hein. On n'a pas encore mis des étiquettes sur les canards, mais ça viendra un de ces jours. Les canards aussi seront étiquetés, vous verrez. Et ils seront étiquetés comment? Ben, ils seront étiquetés avec ça. Ce qu'on appelle, ça c'est une puce RFID aussi, mais c'est une puce RFID qui est implantable, elle est à la taille d'un grain de riz, vous voyez les grains de riz ici, elle est implantable dans un animal, par exemple un canard, on pourrait comme ça tracer tous les bœufs, tous les canards, imaginez pour l'agriculture vendéenne et ailleurs la différence, mais aussi elle est implantable dans un être humain, et vous voyez ici ce type qui n'a pas l'air très rassuré, qui se fait implanter. Et là, on va avoir une première vidéo. Alors, elle est en anglais, mais bon, c'est un anglais assez compréhensible. Mais je ferai un résumé en français, hein, pour ceux qui ne sont pas anglophones, rassurez-vous. Et on va passer cette première vidéo maintenant. Finally from us this evening, technology on the cutting edge. We were interested today to hear that more than 100 law enforcement officials in Mexico are having microchips implanted in their arms. The chips allow a person to be scanned, sort of like a cereal box at the supermarket checkout. In Mexico, this will be one more tool in the fight against crime. Here's ABC's John McKenzie. You've seen it before, right out of Hollywood. It's maybe a little uncomfortable. A microchip inside the body. A hidden, high-tech identification tag. They're the access codes to your job spot. Now, Mexico's Attorney General and 160 of his deputies have had microchips implanted in their arms to control access to the country's new Criminal Investigation Center. It is to provide access, said the Attorney General, to the right people in exclusive areas where there is valuable, sensitive information. The microchip, the size of a grain of rice, is injected under the skin and gives off a low-frequency radio wave. A scanner reads each chip's identification number to verify an official's security clearance. The microchip is tamper-proof, it's secure, no one can take your microchip and use it to their advantage to gain access to your facility. The chip, developed by Applied Digital Solutions, is similar to those used in the U.S. to identify and return runaway dogs. In humans, it can have several uses. Little stick. The chips can also be programmed to carry medical information. The one in this patient details his blood type, allergies, and the fact he has Alzheimer's disease. The device is now awaiting approval from the Food and Drug Administration. Some researchers are developing microchips for use in the home, so that wearing one can turn on lights and open doors, hands-free. The next step, say researchers, is developing an implantable chip with a global positioning system to track people miles away, whether kidnapped or lost, just as cars can now be traced. A kind of LoJack for the body. John McKenzie, ABC News, New York. That is our report on World News Tonight. Ah ouais, ce que vous venez de voir, c'est assez à la fois extraordinaire et dramatique. Vous avez donc vu le procureur général du Mexique expliquer que lui, ses juges, ses officiers de police avaient maintenant des puces comme ça pour des mesures de sécurité. Il n'y a qu'eux qui pouvaient rentrer dans les endroits surveillés, etc. Après, vous avez vu le fabricant Appiot Digital Solutions très fier de son truc qui vous disait, ben voilà, maintenant on peut le mettre sur des gens qui ont Alzheimer, par exemple, parce que comme ça on sait les rattraper quand ils s'en vont, on peut ouvrir des portes, etc., etc. Évidemment, vous imaginez les problèmes éthiques qui sont assez monstrueux sur des questions comme ça. Hein. On dit bienvenue dans le meilleur des mondes, comme ce film par exemple Bienvenue à Gattaca qui vous explique que l'avenir sera aux hommes évidemment génétiquement modifiés. Et bien demain, je prédis, c'est une prédiction audacieuse, que l'un des plus grands droits de l'homme au XXIe siècle, car les droits de l'homme vont radicalement changer, sachez-le aussi, ce sera le droit de ne pas avoir de puce sans être discriminé.
Ah oui, on ne va pas vous forcer à avoir des puces, contrairement à ce que vous disent les gens de la théorie du complot. Non, 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 non. Mais par contre, si vous voulez travailler chez Airbus, par exemple, j'allais être pilote d'avion, il faudra être pucé, évidemment, parce que sinon, non. Vous voulez travailler dans une centrale nucléaire, il faudra avoir une puce. Et vous avez une soirée, après la publication de mon livre, il y a quelques jours à Paris, il y a eu une soirée pour se faire pucer. Tous les participants venaient pour se faire injecter une puce sous la peau. C'était une équipe suédoise qui arrivait, des geeks, des fans de nouvelles technologies. Et l'objectif, c'était de mettre une puce sous la peau de tous les gens qui étaient dans la salle. Et les gens y allaient évidemment bénévolement et ravis. Et moi, j'ai des étudiants aussi à qui je présente ça en disant quand même ça a des risques éthiques importants. Et ben ils étaient moi je veux être le premier à voir ça, c'est génial, etc., etc. Donc vous voyez qu'il va y avoir un mouvement. Vous allez arriver à l'hôpital, on va dire monsieur vous n'avez pas de puce, donc vous passerez après les gens qui ont une puce, parce qu'on va d'abord lire les dossiers médicaux des gens aux urgences qui ont des puces, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le droit de ne pas être discriminé et de ne pas être pucé sans les discriminer sera un des droits de l'homme du XXIe siècle, et les problèmes éthiques que posent ces nouvelles technologies seront évidemment gigantesques, vous pouvez imaginer. Surtout qu'on commence maintenant à mettre en place des contrôles directs. Je vais vous montrer quelque chose qui là aussi n'est pas dans mon livre. Il est sorti très très récemment après le livre. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert. On a maintenant une interface entre l'esprit humain et la machine. C'est-à-dire que l'ordinateur peut lire des pensées de votre esprit. Demain, par exemple, l'application, et Google y pense, vous penserez par exemple les Sables d'Olonne. Et votre iPhone, votre ordinateur, vous donnera immédiatement la réponse, les pages sur les Sables d'Olonne, voyez-vous. C'est-à-dire que votre ordinateur aura lu dans votre pensée que vous avez pensé les Sables d'Olonne. Vous n'aurez pas besoin de taper les Sables d'Olonne, donc ça ira évidemment beaucoup plus vite. Et regardez, je vais vous montrer qu'une passage, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous montrer un passage de ce truc-là qui vient de l'université du Minnesota, et c'est des gens tout à fait extrêmement sérieux. Eh bien, ils contrôlent un drone. Vous voyez ici le drone. Voilà. Et il contrôle ce drone. On peut mettre un petit peu de son. Le monsieur que vous voyez là a un truc sur la tête, un câble, un casque. Vous voyez ce casque. Et avec ce casque, il contrôle le drone. Ça marche, on va l'expliquer comment. En fait, l'ordinateur lit les signaux émis par le cerveau et lui, il s'entraîne en pensant à certains mouvements. Il ne les fait pas, il pense, il est très concentré. Et en pensant à certains mouvements, le drone va aller en haut, en bas, à gauche, à droite et être capable de zigzaguer entre les anneaux, vous voyez, les anneaux orange que vous voyez. Et donc ce drone-là est contrôlé entièrement par la pensée. Et évidemment, les applications sont extraordinaires, comme il explique, parce que, par exemple, quelqu'un de paralysé, eh bien, il pourra écrire, parce qu'il pourra penser, il pourra se dire, voilà, je pense à la lettre E, et la lettre E va apparaître, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une technologie d'avenir, mais c'est une technologie également redoutable. Pourquoi ? Parce qu'imaginez que vous pouvez lire ce qui se passe dans le cerveau des gens. On peut l'utiliser pour le bien, mais on peut aussi l'utiliser pour des choses tout à fait redoutables. Voyez. Donc là, l'ordinateur est capable de lire la façon dont la personne pense, et donc imaginez ce que ça peut dire. C'est encore très primitif, parce que là, il s'agit juste de dire en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Bon, mais demain, évidemment, ça ne pourra que progresser. Donc les questions éthiques sur les interfaces homme-machine, et sur tout cet Internet des objets connectés, vont aller très 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 loin sur les questions éthiques et philosophiques qui vont se poser à l'humanité. L'autre question, c'est évidemment ceci. C'est-à-dire, vous voyez ici une usine. C'est une usine en Chine. Il y a 3000 ouvrières habillées en rose, là, avec des petites boîtes rouges. Vous voyez la petite boîte rouge, là, posée sur la table ? Eh bien, c'est des sèche-cheveux pour Philips. Et regardez maintenant, la même usine relocalisée aux Pays-Bas. Et ouais, c'est la même usine. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit 2 personnes dans l'entreprise, Maxi. Et quand on regarde dans les boîtes blanches, on voit des robots, là, et des magnifiques robots, avec la petite boîte rouge, vous voyez. La petite boîte rouge, c'est la seule chose qui reste de commun avec l'usine en Chine. Donc, on a relocalisé une usine, mais au lieu d'avoir 3000 salariés en Chine, on en a 2 qui contrôlent, évidemment, une usine comme ça. Et vous avez, évidemment, voilà la fameuse usine Tesla, pour Tesla Motors, une des plus modernes du monde. Vous avez des magnifiques robots et qui font des tas de tâches, toutes les tâches possibles. Et là aussi, si vous regardez bien, vous verrez un être humain là, et il y en a 2 autres là. Vous voyez, vous en verrez 3. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte de très important au niveau économique et que je pense beaucoup de politiques, beaucoup d'économistes n'ont pas encore compris. On risque d'avoir une croissance économique, du moins un certain temps, parce que ça n'est pas viable, une croissance économique avec une baisse de l'emploi. On n'aura jamais vu ça avant.
Croissance économique dit hausse de l'emploi. Mais on aura croissance économique avec une baisse de l'emploi. Pourquoi? Je viens de vous le montrer. Parce que tout ce qui est automatisable sera automatisé. Donc il n'y a pas seulement le problème de l'interface homme-machine, la puce RFID, des questions éthiques, mais il y a l'autre question éthique, effectivement, c'est que tout ce qui est automatisable sera automatisé. Donc quelle place reste-t-il pour les êtres humains? C'est aussi une place qu'on doit se poser une question à nous-mêmes. Qu'est-ce qui, dans notre activité, n'est pas automatisable? Qu'est-ce qui n'est pas remplaçable par un robot dans les 10 ou 20 années qui viennent? Alors rassurez-vous, il y a encore beaucoup de tâches. Il y a un truc tout à fait étonnant qui s'appelle le Turc mécanique. Alors, si vous voulez, dans le débat, je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle le Turc mécanique, mais je ne vous expliquerai pas maintenant. C'est sur Amazon. Et Amazon a créé une espèce de bourse de l'emploi, mais un emploi très précaire. Il vous paie 5 centimes d'euros, par exemple, pour faire une tâche, reconnaître une image, traduire une phrase, etc. Vous faites ça avec en allant travailler, vous faites ça sur votre portable, votre téléphone, par Internet, et vous gagnez 5 centimes à chaque fois. Voyez. Et donc, il y a 300 ou 400 000 tâches proposées chaque jour sur Amazon. Voyez. Et c'est des tâches que les machines ne peuvent pas encore faire. Par exemple, classer des images, des objets, faire de la reconnaissance d'images, etc. Bon. Donc, d'un côté, on se dit, bon, tant qu'il y a encore ce genre de job, ça veut dire que les machines ne peuvent pas tout faire. D'un autre côté, c'est une très grande précarité. Les gens qui travaillent sur le Turc mécanique d'Amazon, ils n'ont aucune garantie de l'emploi et ils doivent faire des tâches à 5 centimes ou 10 centimes ou 20 centimes d'euros, vous vous rendez compte? Donc voilà, ça c'est des images du monde de demain. Heureusement, il y aura des choses très positives, rassurez-vous, mais un homme et une femme avertis en vaut deux. Et donc il va évidemment y avoir plus de précarité et il va évidemment y avoir un vrai problème par rapport à l'automatisation de toutes ces tâches. Mais il y a aussi des choses très positives et on va en voir une autre tout de suite maintenant. Et ça c'est aussi quelque chose d'absolument fondamental du monde de demain, que vous allez voir cette fois-ci en positif. Regardez bien. Walt Disney once said that animation can explain whatever the mind of man can conceive. He was talking about cartoons, but advances in technology have taken that basic concept to a whole new dimension. Michelle Miller shows us how the idea of a modern-day inventor became a 3D reality. Grabbing a backpack is hardly the feat of a superhero, unless you're 12-year-old Leon McCarthy and your hand looks like it's straight out of a science fiction movie. You've actually become sort of a cyborg. There's a cool factor. Yeah, it's like it's special instead of different. Leon has been special since birth. While he was still in the womb, restricted blood flow prevented his hand from developing. I saw his hand sticking up and there were no fingers on it. It was hard for my wife, it was hard for me. 2 years ago, his father, Paul, began the search for an inexpensive, functional prosthetic. What he found was this internet video posted by Ivan Owen, an inventor in Washington State. I've always had this vision of people being able to build their own prosthetic device at home. Owen and a collaborator in South Africa designed a hand that could be made by a 3-dimensional printer. It's essentially like a hot glue gun. It's plastic that feeds into it. The printer head gets really hot, it liquefies that plastic, and then layer by layer creates an object. The design relies on wrist movement. Downward motion creates cable tension that closes the fingers, while a move upward opens them. The assembly instructions were posted for free on the internet, so someone like Paul McCarthy in Marblehead, Massachusetts, could print it. He took the idea to his son. I thought it was a little crazy. He was like, we can print all these fingers and then like clip them all in, and it was a little too much. The first time you saw it and when you tried it out, it was pretty awesome, yeah. What made it awesome? I could pick up, say like a water bottle, like say I could pick up my pencil. What is it like to see him with this? Making your kids happy is like the most rewarding thing you can have as a dad, right? The price tag was also appealing. Many 3D printers sell for about $2,000. Materials are far less expensive. This thing cost us like $5, $10, you know, whatever. It was nothing. What would a prosthesis cost you? $20,000, $30,000. The cost allows father and son to experiment with newer designs. When I outgrow a hand, we can easily make a new one. It's a do-it-yourself solution that was unthinkable before technology made ideas printable. That's cool. Yeah. Michelle Miller, CBS News, Marblehead, Massachusetts.
Alors là, vous venez de voir vraiment un aspect très important du monde de demain. Il y a plusieurs choses très importantes. D'abord, effectivement, cette idée de l'imprimante 3D qui peut imprimer toute une série de choses qu'avant vous achetiez, que vous deviez acheter ou qui étaient produites par des entreprises de technologie. Deuxièmement, le réseau, la collaboration, le open source, comme on dit. Là, vous avez vu un père dont l'enfant est né sans la main, qui trouve un autre père à l'autre bout des États-Unis, en lien, on l'a dit, avec un type en Afrique du Sud, qui ont des enfants avec le même problème, qui ont fait un design d'une main, qui l'ont mis librement sur Internet. Chacun est capable de l'améliorer et de donner aux autres les instructions. Donc ils échangent en permanence. Vous voyez, c'est une espèce de Wikipédia. Vous voyez, c'est une espèce de Wikipédia, mais cette fois-ci des objets. Vous voyez. Et à partir de là, maintenant c'est le troisième Internet, c'est l'Internet des objets imprimés par Internet. C'est-à-dire que vous envoyez non plus un objet par la poste, vous envoyez un fichier informatique qui va permettre d'imprimer un objet. Cela, grâce au matériel que vous avez vu, qui est une imprimante 3D, qui ne fait encore que commencer. C'est le tout début. Parce que là, vous avez une imprimante 3D qui imprime du plastique, et donc on a une main en plastique, et vous avez effectivement déjà, on vous a dit le prix, c'était 2000 $ pour l'imprimante et quelques dollars pour la matière première, alors que la prothèse vaut 20 000 $ et qu'un enfant s'agrandit. Et donc là, évidemment, on peut en plus vous montrer après un petit robot qui permet de dissoudre des objets en plastique que vous avez imprimés pour refaire la matière première, donc quasiment gratuitement, pour les recycler. Mais vous allez avoir maintenant des choses beaucoup plus étonnantes. Par exemple, ceci, toutes les maisons que vous allez voir ici sur cette image, ce sont des maisons en banlieue de Shanghai. Elles ont été imprimées en 24 heures. Ce sont certes des maisons pas très extraordinaires, c'est en fait des bureaux pour une société, mais il faut savoir qu'elles ont été imprimées en 24 heures. Elles sont imprimées à partir de quoi? À partir de déchets de construction et de ciment. Vous allez voir l'imprimante dans un instant. Évidemment, l'imprimante, celle-là, elle ne tiendra pas dans votre salon, hein. C'est une imprimante gigantesque. Mais cette imprimante imprime des couches. Vous voyez dire bien les couches. Là, regardez à l'écran, on voit très bien les différentes couches. Vous voyez, c'est imprimé couche par couche. Voilà l'imprimante, vous voyez, elle est très grande. Vous la voyez là. Voilà l'imprimante. Donc, elle est en train d'imprimer des murs. Vous voyez, et là, vous voyez ici l'impression d'une couche de mur. Et donc, elle imprime couche par couche des murs comme ça. Après, on redresse les murs, on met un toit. L'étape suivante qui existe déjà, c'est l'imprimante qui va imprimer les maisons déjà verticales, déjà en place. Alors, imaginez, vous arrivez dans une favela, à Rio de Janeiro, en 3 jours, vous construisez vous pouvez construire avec un système comme ça des séries de maisons pour 30 000 personnes. Et 30 000 personnes qui n'étaient pas logées seront logées. Évidemment, vous n'avez plus d'emploi dans le bâtiment, quasiment plus. Quasiment plus du tout. Alors que l'emploi dans le bâtiment, comme on sait, est quand même un des grands centres d'emploi, y compris dans les pays occidentaux. Donc vous voyez, quand je vous disais que les emplois vont disparaître, Jérémy Rifkin dit qu'il y a 150 millions d'emplois industriels vont disparaître. D'un autre côté, vous allez avoir tout un business qui va se créer. C'est le business qu'on a vu tout à l'heure. C'était juste le début. Entre le père et le fils, toutes ces choses qui vont se fabriquer à la maison. Il y a quelques jours, là aussi, vous voyez, ça va très vite. On a vu, Jean-Michel l'a vu aussi, on a vu les premières impressions de médicaments. Oui, on imprime les médicaments dans des imprimantes 3D. On a la matière première et on imprime le médicament à domicile. On a un moteur d'avion qui a été imprimé pièce par pièce en Australie. Et ce moteur d'avion, une fois assemblé, vole sur un Airbus. C'est-à-dire qu'on peut imprimer les pièces d'un moteur d'avion, au lieu d'envoyer le moteur ou les pièces de rechange en Australie, eh ben, on envoie un fichier depuis Toulouse et c'est imprimé en Australie. Vous vous rendez compte de la révolution que ça représente? Ça va changer énormément de choses dans les années qui viennent, ce nouvel Internet, cet Internet des objets imprimés par Internet. Et regardez ici cet objet sympathique, là ce sont des bols qui ont l'air assez sympas, hein. Donc regardez comment ils sont fabriqués, vous allez voir maintenant. C'est un projet anglais qui s'appelle Solar Center, comme c'est marqué ici, vous voyez, Solar Center. C'est fait par un jeune ingénieur anglais, Marcus Kaiser. Vous le voyez ici en train d'installer son matos dans le désert. Il est dans le désert égyptien. Et il est en train d'installer son matos. Voilà, il va vous montrer comment ça marche. Vous avez ici un panneau solaire. Vous avez ici un four solaire, vous avez une imprimante 3D, vous avez toute une série de trucs d'électronique, mais il y a uniquement du sable. L'imprimante 3D commence à fonctionner, vous avez du sable et de l'énergie solaire, uniquement. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La lentille solaire qui était en haut du système va chauffer à 800 degrés le sable, ce qui va donner au sable cette très jolie couleur bleue que vous voyez actuellement à l'écran. Et ce sable chauffé très très fort va ensuite servir de matière première à l'imprimante 3D. Et vous allez voir à la fin, c'est très très chaud, donc évidemment il prend des gants. Mais à la fin,
à la fin, avec du sable donc cristallisé par la chaleur, il va vous sortir tout simplement le bol que vous aviez vu tout à l'heure, après un certain nombre de travail, comme je vous envoyais de l'imprimante 3D. Il va vous sortir le bol, oui, c'est très chaud, il va prendre des gants, voilà. Et vous avez imprimé quelque chose qui est fait uniquement de soleil et de sable. Vous voyez ? Sachant qu'il y a un brevet algérien qui est sorti il n'y a pas longtemps pour faire des briques à partir du sable du désert et non plus seulement à partir du sable des rivières comme on savait le faire jusqu'ici. Couplez ça avec cette technologie et vous imaginez là aussi la révolution que c'est au niveau du bâtiment sur toute la planète. Oui. Là, il rentre chez lui, voilà, maintenant, bon, ça lui a pris toute une journée de faire un bol, d'accord, mais c'est un prototype, c'est quand même incroyable le concept. Il n'y a que de l'énergie solaire et que du sable, et voilà, vivre de sable et de soleil au lieu de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et l'étape qui existe déjà à côté, c'est ça. C'est ce fil à botte que vous voyez là pour $550. Vous mettez ici les mains en plastique du gamin quand vous n'en voulez plus. Vous mettez ici vos bouteilles d'Evian ou de Vittel en plastique. Et ça vous les fond. Et ça vous sort ce fil, vous voyez le fil blanc là, qui s'enroule et qui est la matière première de l'imprimante 3D. Donc en fait, vous recyclez le truc à l'infini et quasiment sans perte. Et donc en fait, vous pouvez de nouveau avoir, parce que si vous savez, sinon c'est le coût de l'imprimante. Vous achetez une imprimante, vous savez, pas les imprimantes laser, mais les imprimantes à jet d'encre, et rapidement les cartouches, vous payez en cartouche 10 fois le prix de l'imprimante. Donc on dit oui, l'imprimante elle est pas chère, mais la matière première, on fait quoi avec? Ben là, les maisons, c'est en partie des trucs recyclés et du ciment. Le ciment, faut l'acheter quand même. Et là aussi, c'est en partie des trucs recyclés. Donc vous voyez, là, ça peut aller très 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 loin. Et donc l'internet des objets fabriqués par Internet, c'est aussi une révolution gigantesque qui va changer plein de business, comme l'Internet des objets connectés par Internet. Et ces deux Internets existent déjà, comme je vous l'ai montré, et il y a un dernier Internet, le quatrième, qui est à venir, et qui est l'Internet de ce qu'on appelle ici les réseaux intelligents. C'est-à-dire qu'on sera tous producteurs, de... Vous voyez, on aura tous sa petite éolienne, on aura tous... Maintenant, vous savez qu'il y a des éoliennes, c'est un modèle français qui vient de sortir, qui a la forme d'un arbre. En fait, de loin, on ne fait pas la différence avec un arbre. Et chaque feuille qui tourne sur elle-même est en fait une mini pale d'éolienne. Vous avez dû voir ça. C'est très joli. Et donc, enfin, très joli. On peut encore améliorer. Mais déjà, c'est impressionnant comme concept parce que ça n'avait pas de bruit. Ça se met dans tous les jardins. Et donc, vous avez votre éolienne chez vous. Et à la limite, le voisin ne l'aura même pas remarqué. Et c'est pas du tout le gros truc qui tourne et qui gêne tout le monde, là. Vous aurez vos panneaux solaires, etc. Et donc, chacun sera producteur et consommateur. Vous voyez. Et il n'y aura pas le grande centrale nucléaire qui envoie l'énergie à tout le monde. Oh, elle sera encore là. Mais il y aura plein de petits consommateurs qui enverront à plein de petits producteurs et on sera tous l'inverse. Plein de petits producteurs qui enverront aux consommateurs et l'inverse. Donc vous voyez, ça c'est aussi, alors c'est très complexe à faire, il faut un réseau intelligent, mais techniquement c'est possible. Et donc ça aussi, donc vous voyez, Internet de l'énergie, on échange non plus de l'information mais de l'énergie par le réseau. Internet des objets connectés, Internet des objets fabriqués. Et donc ça fait 4 Internet avec celui que vous connaissez. Et bien sûr, cette révolution-là a des potentiels énormes, mais il y a aussi, pour l'Internet numéro 1, celui dont je n'ai pas encore parlé parce que vous le connaissez tous, mais vous avez tous connu, vous connaissez tous ce que je vais mettre à l'écran maintenant, mais on n'est pas forcément conscient aussi de la révolution que ça implique. Hein, les achats sur le Bon Coin, c'est en train de tuer pas seulement les antiquaires, mais c'est en train de tuer les Ikea, Conforama, etc. Avant, vous alliez acheter des meubles chez Conforama, Ikea. Maintenant, vous pouvez acheter des trucs. Alors, bien sûr, il faut bien que quelqu'un achète du neuf en bout de fil, mais vous pouvez acheter infiniment plus de trucs qu'avant grâce au Bon Coin et vous pouvez, pour une somme tout à fait modique, refaire votre maison avec des meubles bien plus magnifiques que ce que vous pouviez avoir les moyens d'acheter avant. Vous voulez partir en vacances, vous échangez sur Troc Maison votre appartement. Si vous n'avez pas d'appartement, vous en louez un sur Airbnb. Vous y allez avec Blablacar et arrivez sur place, vous louez une voiture à un particulier sur drivey.com. Ça veut dire que vous n'avez plus Europcar, vous avez plus de SNCF, vous avez plus d'hôtels, vous vous rendez compte, pour des régions plus touristiques comme la Vendée, je suis sûr qu'il y a déjà plein de gens sur Airbnb et Troc Maison et Drivey en Vendée. Eh bien, vous voyez, ça, ce sont des révolutions absolument fondamentales aussi, qui sont déjà, maintenant, on essaie de prendre des mesures, vous avez vu, contre Airbnb, je ne vous parle même pas d'Uber Pop, etc., et des taxis, etc. Bref, vous allez avoir de plus en plus ce genre de choses, et ça va avoir une conséquence très importante. Toutes les transactions, ou presque, là-dessus, se font en liquide. Moi, j'ai acheté sur le Bon Coin des tas de choses, jamais payé autrement qu'en liquide. Et d'ailleurs, tout le monde me demande de payer en liquide quand j'achète sur le Bon Coin les gens qui me vendent des trucs. Et il n'a pas envie d'avoir un chèque, évidemment. Et ils ne sont pas sûrs sinon. Donc, le problème, c'est que là, l'État, la base de taxation de l'État va se réduire de plus en plus. Vous voyez ? Et donc, l'État va être obligé de demander de plus en plus à de moins en moins de gens.
Donc forcément, un jour, ça va peut-être casser. Et il y a un autre problème de l'État, c'est ça. C'est que les fonctions régaliennes de l'État, elles-mêmes, ne sont pas à l'abri du mouvement dont je suis en train de vous parler. Regardez tous ces points sur la carte de France, vous voyez. Il y en a un, là, ça s'appelle le Caïbou, le Caïboti, ça doit être dans la région. Ce sont des monnaies locales. Tous ces points correspondent à des monnaies locales. Et ces monnaies locales sont des systèmes d'échange locaux. Et puis, vous avez au niveau international, au-delà des États, des monnaies comme le Bitcoin, par exemple, qui sont encore des choses très spéculatives. Mais, par exemple, les Grecs, en ce moment, se tournent vers le Bitcoin parce qu'ils ont peur, justement, pour leurs économies. Et ils ont peur de ne plus pouvoir avoir accès aux euros. Donc, vous allez avoir des révolutions, y compris dans les fonctions régaliennes de l'État. Donc là, à la fois la crise de 2008 a montré qu'on avait besoin des États pour sauver l'économie dans certains moments, et à la fois les États vont, depuis 2008, parce qu'ils ont rattrapé toutes les bêtises qui avaient été faites par d'autres, et ben les États sont de plus en plus endettés, et ça pose de plus en plus de problèmes. Donc évidemment, vous avez à la fois des perspectives extraordinaires dans tout ce que je vous ai montré là, et à la fois vous avez des risques et des problèmes très importants. Et c'est ça, je pense, c'est une caractéristique du monde de demain. C'est une caractéristique d'avoir un monde à la hausse comme à la baisse, et on va voir pourquoi dans un moment, pour des raisons vraiment fondamentales, le monde de demain sera un monde qui va secouer de plus en plus, et il faut s'y préparer. Ça fait partie évidemment de ces clés du futur, et de ce que je suis en train d'essayer de vous dire ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une révolution conceptuelle. En fait, pour dire les choses, les outils d'analyse qu'on utilise ne correspondent plus au monde d'aujourd'hui. Ce sont des outils d'analyse dits linéaires ou classiques. Et qu'est-ce que c'est que des phénomènes qui sont non linéaires, qui échappent à cela ? Eh bien voilà un premier. C'est la notion de bifurcation, chère au prix Nobel Elia Prigogine, qu'on entendra dans un instant. Vous voyez, vous fluctuez autour d'un équilibre, là, et puis c'est une déstabilisation, et vous arrivez à un autre niveau d'équilibre, et vous ne retournez jamais à l'équilibre antérieur. La bifurcation, c'est ça, le passage d'un état d'équilibre à un autre, et on ne revient plus à l'état antérieur. Ça peut être très simplement l'équilibre Est-Ouest. Regardez, la crise des fusées de Cuba en 63, la guerre du Vietnam en 67, l'invasion de l'Afghanistan par les Russes en 79... Le monde Est-Ouest n'a pas bougé. Mais Gorbatchev arrive au pouvoir, Jean-Paul II est élu, c'est dans l'ordre, Jean-Paul II est élu, puis Gorbatchev arrive au pouvoir, Lech Walesa crée Solidarnosc, etc., etc., etc. Et le système se déstabilise, et poum, vous avez quoi ? Eh bien, la chute du mur de Berlin. Vous voyez ? Et malgré M. Poutine, on ne reviendra pas à l'état d'avant la chute du mur de Berlin. Parce qu'on a bifurqué avec la chute du mur de Berlin. Voilà le concept de bifurcation. Sauf que, eh bien, cette chute du mur de Berlin, ce concept de bifurcation, il y a un autre concept qu'on appelle l'effet papillon. Vous avez tous entendu parler, le battement d'aile de papillon qui peut déclencher une tempête. Hein. Mais ce battement d'aile de papillon, eh ben, il est réel ici, je vais vous le montrer. Voilà un battement d'aile de papillon. Il s'agit d'une photo assez rare que j'ai pu retrouver. On y voit le ministre des Affaires étrangères autrichien et hongrois avec des pinces en train de couper le rideau de fer en août 89. Cette photo a été possible pourquoi ? Parce qu'en juin, il y a eu un congrès du Parti communiste hongrois. Juin 89, Parti communiste hongrois, tout le monde s'en fout. Parti communiste russe, en 89, un congrès, ce serait important. Attends, il est hongrois. Bon. Mais il y a un philosophe des sciences, un de mes amis, qui s'appelle Erwin Laszlo, qui lui aussi est un disciple du prix Nobel Elia Prigogine, et qui est hongrois émigré, et rappelé par les Hongrois réformateurs, qui sont minoritaires au parti, pour justement les conseiller. Ils font un brainstorming la veille au soir et il dit essayez de faire voter dans le vase des barbelés entre l'Autriche et l'Hongrie. Le lendemain, les réformateurs du Parti communiste hongrois proposent la libre propriété de la terre, c'est refusé, les élections démocratiques, c'est refusé, ils proposent l'économie de marché, c'est refusé, et puis ils proposent qu'on enlève les barbelés entre l'Autriche et l'Hongrie. Ah. Et là, tout le monde, dans un grand élan, dit ouais, allez, il faudrait un os arrangé, donc on vote. Et 2 mois après, vous avez cette photo. Sauf que les Allemands et les Allemands de l'Est, ils vont en vacances en Hongrie, autour du lac Balaton, ils se rendent compte qu'il n'y a plus les barbelés qui empêchent de passer en Autriche pour aller en Allemagne de l'Ouest. Donc du coup, ils y vont exprès. Pas seulement pour aller en vacances, mais pour aller en Allemagne de l'Ouest, via l'Autriche. Du coup, on dit aux Hongrois, mais attendez, fermez votre frontière. Les Hongrois disent, on va pas perdre la face, on vient juste de l'ouvrir. On a même convoqué la presse pour prendre des photos. Bon. Donc du coup, on ferme la frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie pour empêcher les Allemands de l'Est d'aller en Hongrie. Du coup, ils s'entassent à 20 000 km² dans l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Prague. Et là, je me rappelle, nous sommes maintenant fin septembre 89, ça fait un gros scandale.
Et l'Allemagne de l'Est, dictature déterministe, qui veut contrôler, le mythe du contrôle son peuple, il dit, bon, ces Allemands, on va les mettre à Prague dans les trains qui vont passer par l'Allemagne de l'Est pour aller en Allemagne de l'Ouest, histoire de montrer qu'on contrôle notre peuple. On ne peut s'enfuir de chez nous qu'avec notre autorisation. Eh ben, c'est pas une bonne idée, parce que les gens veulent prendre les trains d'assaut, évidemment, dans les gares, et évidemment, il y a déstabilisation du pays, et puis vous avez 2 mois après la chute du mur de Berlin. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai dit à Erwin Laszlo, mais quand tu as fait voter ce truc-là, là, tu savais que tu allais faire tomber le mur de Berlin 3 mois après? Il a dit, pas du tout. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans une période de bifurcation, on ne peut pas savoir exactement où on va aller. On ne peut pas savoir si partant de là, on va aller là, ou là, ou là, ou là, ou là. Mais on peut savoir qu'on va aller dans le bon sens, qu'on va créer un appel d'air, qu'on va libérer des énergies, plutôt que d'aller dans le mauvais sens. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc c'est pas... La théorie du chaos, c'est pas tout fout le camp, on ne peut plus rien contrôler, c'est... On peut contrôler de façon légère, on peut influencer les choses dans les grandes directions. On ne peut plus contrôler de façon stricte et déterministe comme on voulait le faire avant. Et voilà pourquoi j'ai mis un papillon sur des barbelés. Hein. Parce qu'effectivement, si vous avez bien compris le mécanisme, ça ne marche, mon affaire, que parce que les régimes étaient déstabilisés. Ça ne marcherait jamais sous Staline. Vous enlevez les barbelés sous Staline, ça n'aurait rien fait. Il faut qu'un système soit instable pour que l'effet papillon provoque une bifurcation. Vous voyez. Donc le système est instable, il y a un effet papillon et ça provoque une bifurcation. Et vous pouvez, y compris dans votre propre organisation, des fois insuffler un effet papillon en disant voilà, on va faire ça pour que ça aille dans une meilleure direction. C'est pas facile à faire, mais il y a des chefs d'entreprise, je sais, qui savent le faire. Et donc ça, c'est la première chose à retenir. Donc effet papillon et bifurcation. Hein. Non-linéarité, ça veut dire qu'il y a non-proportionnalité entre la cause et l'effet. Hein. Il y a pas, c'est pas l'effet et pas proportionnel à la cause. Voilà, un battement d'aile de papillon, poum, ça déclenche une tempête, c'est pas proportionnel à la cause. Voyez. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que ce monde est un monde d'interdépendance. Regardez comment la Grèce nous pourrit la vie, les pauvres Grecs, bon, depuis 4 ou 5 ans, alors qu'ils représentent 2% du PIB de l'Europe, c'est-à-dire à peu près rien. Oui, mais aujourd'hui, le monde est de plus en plus interdépendant. Et donc, ça va être un monde où le maître mot va être la volatilité. Regardez ici, vous avez moins 9, moins 8, moins 5, moins 4, moins 5, et là, plus 11, plus 8, plus 11, etc. Voyez. Donc ça, c'est vraiment le monde de demain. C'est un monde d'une extrême volatilité. Et ça, il faut savoir que ça, on ne peut pas revenir en arrière. Mathématiquement, la science nous apprend que le monde de demain sera plus volatile que le monde d'aujourd'hui, qui est déjà plus que le monde de hier, pour une raison très simple. Plus il y a de variables en interaction, plus les choses sont volatiles. Et voilà. Et dans un monde mondialisé, il y a encore beaucoup plus de variables en interaction qu'avant. Autre petit concept, toujours dans cette introduction à quelques concepts des théories du chaos et de la complexité, eh bien c'est en fait le cercle vertueux ou le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, ça c'est des entreprises qui sont concurrentes entre elles, et là vous avez une entreprise A qui fait un produit qui va servir B, qui fait un produit qui va servir C, qui fait un produit qui va servir A. Par exemple, vous avez Google qui donne gratuitement son logiciel Android à Samsung et à LG pour qu'ils fassent des téléphones portables sous Android. Ils vont donner leur code à des programmeurs qui vont faire des applications, et effectivement grâce à ça il y aura beaucoup d'applications sous Android et il y aura beaucoup de téléphones différents avec Android, et donc Google va devenir plus important que le système Apple avec les systèmes d'exploitation. Vous voyez, ça c'est l'idée du serpent qui se mord la queue, hein, vous avez aussi des cercles négatifs, hein, ce qu'on appelle l'effet de feedback. Tout le monde dit que la Grèce va s'effondrer, donc on vend les actions d'État de la Grèce, donc la Grèce a du mal à se financer, donc la Grèce s'effondre. Vous voyez, donc ça c'est le cercle vicieux également, et c'est évidemment des choses qui existent avec les traders ou d'autres. Et enfin le dernier concept, c'est celui-ci. Je dirais que la termitière en est une très bonne illustration, car la termitière, il n'y a pas d'architecte. Pourtant, construire un truc de cette taille quand vous êtes une termite, regardez la taille d'un être humain à côté, imaginez ce que ça représente pour construire un truc de cette taille. Hein, quand vous êtes une termite, comment ça marche? Il n'y a pas d'architecte. Et bien, ça marche par des règles. Si tu vois 2 boulettes, tu poses une autre boulette par-dessus. Si tu vois 2 piliers de boulettes, tu poses une boulette pour faire le pont entre les deux. C'est-à-dire pour faire une arche. Et avec des règles comme ça, les termites arrivent à construire des choses aussi gigantesques. Chaque termitière étant unique d'ailleurs et ne ressemblant pas à une autre. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà maintenant ce que vous pouvez comprendre, donc des concepts clés de cette nouvelle vision du monde.
Hein, et encore, ce n'est qu'une partie. On pourrait ici parler de la physique quantique, qui est chère, entre autres, à Jean-Michel Mousset, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. Mais on pourrait parler de plein d'autres domaines qui sont des domaines qui changent notre vision du monde. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on ne prend pas en compte ces domaines-là, eh bien, on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui se lie avec des... On a besoin de nouveaux GPS, de nouvelles boussoles. Ça se lie avec des outils nouveaux, le monde d'aujourd'hui, et encore plus de demain. Donc voilà, donc la non-linéarité, c'est l'effet papillon, hein, petite cause, grands effets, je vous le disais tout à l'heure. La bifurcation, l'exemple, c'est la chute du mur de Berlin. L'auto-organisation, c'est la termitière. Le serpent qui se mord la queue, le terme technique, c'est cercle autocatalytique. Pourquoi? Parce que ça a été aussi découvert par un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Manfred Eigen, avec des réactions chimiques qui se renforcent l'une l'autre. Et ben, c'est comme Google et les constructeurs de téléphones portables. Et puis le feedback, qui est un effet de rétroaction, qui est une sous-partie du cercle autocatalytique, comme le comportement des traders, par exemple. Donc tous ces concepts-là changent complètement notre façon de voir le monde, et on en a besoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, on était dans un monde classique où les phénomènes, ce type de phénomène de rétroaction, de cercle autocatalytique, de bifurcation, étaient moins fréquents, même s'ils ont toujours existé, évidemment. Et donc, on pouvait plus, avec des outils classiques, arriver à coller à la réalité. Maintenant, on est dans une situation où les outils que nous avons ne sont pas les bons. On n'a pas les bonnes boussoles, en quelque sorte, et je parle aussi bien des décideurs du privé que des décideurs politiques. Et ça, c'est un moment absolument crucial, comme plusieurs personnalités vont nous dire maintenant, et on va commencer par entendre donc le fameux prix Nobel. Il y a Prigogine, qui est justement prix Nobel pour la théorie du chaos, pour ce que je viens de vous expliquer. La première chose que nous devons comprendre, c'est la dynamique de ces phénomènes. Et la dynamique de ces phénomènes est liée justement aux propriétés de non-équilibre, aux instabilités, aux bifurcations et au chaos. C'est le fameux effet papillon, par exemple. N'est-ce pas que des tout petits effets peuvent être amplifiés? C'est donc un tout autre univers que nous voyons. Un univers qui devient aussi, dès lors, accessible à notre action. Au fond, la vision classique était une vision qui semblait être extrêmement ambitieuse, mais qui n'était que, je dirais d'une certaine manière, qu'une chimère intellectuelle. C'était l'idée de la certitude et de la toute puissance de l'homme. C'est pour ça que l'idée de la certitude était tellement populaire, parce que d'un côté, comme Leibniz l'avait écrit et répété, elle nous rendait semblables à un Dieu, parce que pour Dieu aussi il n'y a pas d'incertitude, tout est certain, et de l'autre côté, elle ouvrait l'idée au mythe de la toute-puissance de l'homme, d'un univers asservi, d'un univers esclave, dont nous pourrions faire ce que nous voulons. Nous voyons que ce n'est pas comme cela. L'univers est bien plus complexe, l'univers s'auto-organise, l'univers a des différentes possibilités d'évolution, et nous devons mieux comprendre et déchiffrer ce message pour pouvoir aussi, dans une mesure possible, rendre les conditions de vie plus satisfaisantes pour l'humanité nombreuse de demain. Oui, c'est très clair. Il vous a dit, voilà, il y avait une vision classique, elle était prométhéenne, l'homme voulait se mettre à la place de Dieu, l'homme voulait tout comprendre, tout maîtriser, etc. Mais ça s'est révélé être une chimère, pour des raisons strictement scientifiques. Pas pour des raisons philosophiques, religieuses, métaphysiques ou autres, mais pour des raisons strictement scientifiques. Et donc, pour comprendre le monde de demain, nous devons avoir de nouveaux outils. Et un autre élève de Prigogine, qui est avec Erwin Laszlo, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et Serge Feneuil, qui a la caractéristique d'avoir été numéro 2 d'une très grosse boîte, groupe Lafarge, tout en ayant été un grand scientifique, numéro 1 de la recherche française à une autre époque. C'est rare d'être à la fois scientifique et manager dans notre monde cloisonné. Et donc, on va écouter Serge Feneuil maintenant sur l'application justement de ce genre de choses. J'essaye de faire en sorte que l'organisation, qui reste encore fondamentalement une organisation hiérarchique, trouve d'autres modes de fonctionnement. Travaille le plus possible en réseau, travaille le plus possible avec des hommes à des niveaux divers de la hiérarchie, et travaille, j'allais dire, de façon non linéaire. Ne prennent pas un problème uniquement de façon rationnelle, au sens de la rationalité du XIXe siècle, mais admettent dans la résolution de ce problème de prendre en compte toute la complexité qui l'entoure. Et c'est là que les sciences de la complexité peuvent aider le management.
Pour conduire le changement, le dirigeant doit d'abord comprendre ce qu'est le monde et ne pas se limiter aux visions qu'il a pu acquérir dans sa jeunesse, lorsqu'il était étudiant, et notamment en sachant abandonner les vieux modèles qui nous ont été fournis par la science du XIXe siècle et qui ne correspondent plus à la vision de notre monde d'aujourd'hui. Ouais, c'était très clair là aussi. Ouais, pour conduire le changement, le dirigeant doit comprendre le monde autour de lui. Pour comprendre le monde autour de lui, il a besoin de nouvelles boussoles qui sont données par les sciences de la complexité, qui sont celles que nous venons très brièvement de parcourir. Et donc c'est pour ça qu'en conclusion de cette deuxième partie, on peut dire qu'un monde plus complexe est un monde plus dangereux. C'est pour ça que j'ai mis les dinosaures de Jurassic Park, mais pas seulement. Parce que Jurassic Park, le livre, si vous avez la patience de lire, c'est un très bon livre. Ça se lit comme le Da Vinci Code, ça fait quand même 800 pages, mais c'est très marrant. Les dinosaures sont un produit d'appel, comme on dit dans le supermarché. C'est un produit d'appel. La seule chose que veut le Jurassic Park, le livre, pas le film c'est pour les enfants évidemment, avec les bons, mais il y a encore dans le film ce personnage-là, ce personnage qui est joué par, rappelez-vous, Jeff Goldblum. Qu'est-ce qu'il est ce gars? Il s'appelle Ian Malcolm et il est un théoricien du chaos. Il explique lui-même qu'il est un spécialiste de la théorie du chaos. Et oui. Et tout le but du livre, c'est de vulgariser ce que je viens de vous expliquer là en une demi-heure, c'est-à-dire la nouvelle vision du monde et ses applications. Et rappelez-vous que le directeur du parc, il dit voilà, mon parc, il est complètement sécurisé, il n'y a aucun problème, etc. Et Malcolm lui explique non, votre truc est trop complexe, il y a merci d'un effet papillon. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour un effet papillon va se produire et votre truc va se casser la gueule. Et donc le directeur du parc lui répond vous êtes un escroc, puisque vous reconnaissez vous-même, vous ne savez pas ni quand ni comment mon parc va se casser la gueule. Et bien tout le livre, c'est le film aussi un peu, mais c'est l'illustration de ça. Rappelez-vous, il y a un effet papillon, c'est le directeur informatique qui a trahi et qui veut chointer le système pendant quelques minutes, ça se transforme en catastrophe, et finalement à la fin, qu'est-ce qui se produit? Une bifurcation. Et les dinosaures carnivores bouffent les herbivores, on a bifurqué et on se retrouve au Jurassique. Et boum, vous voyez. Et donc et à la fin du film, il y a cette phrase terrible de Ian Malcolm qui dit « Il faudra avoir de plus en plus le courage de faire face aux implications des mathématiques ». Ça a l'air très théorique comme phrase, mais c'est très beau. Il veut dire par là, la seule chose qui est certaine, c'est que le monde de demain va être plus agité que le monde d'aujourd'hui, mais on ne veut pas l'admettre. On ne veut pas avoir le courage de faire face aux implications de la théorie du chaos, et qui est un objet mathématique, bien évidemment. Et donc c'est ça qu'on peut dire en conclusion de cette deuxième partie. Une seule chose est certaine, demain sera plus agité qu'aujourd'hui, donc accrochez-vous bien, mais attention, agité veut dire à la hausse comme à la baisse. Je vais vous présenter tout à l'heure des solutions tout à fait extraordinaires, des gens qui sont devenus milliardaires et tout et tout. Donc il y a aussi des choses formidables à faire, mais il y a aussi des très gros risques, il faudra avoir le cœur bien accroché. Oui. Donc où est-ce qu'on en est maintenant à ce stade? Je vous ai présenté deux grandes révolutions. La révolution qui est la révolution que j'appelle fulgurante. C'est les puces RFID, les imprimantes 3D, la nouvelle technologie, des objets connectés par Internet, imprimés par Internet. C'est la révolution fulgurante. Et puis il y a la révolution silencieuse. C'est justement tous ces nouveaux concepts. Et j'en ai présenté qu'une toute petite partie, on pourrait parler encore de mécanique quantique et de bien d'autres choses, ces nouveaux concepts qui changent notre vision du monde, comme Galilée, Copernic et Newton, dans une révolution silencieuse qui n'intéressait qu'une toute petite poignée d'intellectuels de l'époque, ont changé notre vision du monde en montrant que l'homme n'était pas au centre de l'univers. Ça paraissait rien, mais c'est un détail qui change tout. Eh bien, de la même façon, en montrant que les concepts déterministes, mécanistes, réductionnistes, qui sont à la base de l'organisation de la société moderne, et on y reviendra, ne s'appliquent plus en tout cas, aujourd'hui, dans un monde plus complexe, cette révolution silencieuse est également de même portée. Donc, révolution fulgurante, vue par tous, révolution silencieuse, en général très rarement identifiée, mettez cela ensemble, et vous avez les bases de ces changements que nous sommes en train de vivre. Et ces changements, et c'est la suite logique, vont forcément s'implanter dans l'économie, dans la société, dans les attentes des consommateurs et des salariés, et vont forcément s'implémenter aussi dans les entreprises et la façon dont les entreprises doivent manager pour justement réagir et se repositionner dans ce nouveau monde. Et c'est ce qu'on va voir dans les trois dernières parties, en commençant par l'économie. Évidemment, pour l'économie, c'est très simple de cette façon, c'est on passe du modèle General Motors, et Charlot étant moderne ici, ou une chaîne de montage de la General Motors, au modèle de Google, c'est-à-dire dans un modèle où ce qui compte, c'est la créativité. C'est pour ça que là, vous voyez une pièce, non pas de repos,
mais une pièce de travail. Vous voyez une pièce de travail de chez Google, hein, ces gens-là sont en train de travailler, ceux-là aussi sont en train de travailler d'ailleurs, et donc vous voyez ici, pourquoi? Parce qu'on dit ce qui compte c'est la créativité. Seul petit problème, quand ils sont en train de manger, dans une jolie cafette, et ben vous voyez qu'ils sont en train de travailler aussi. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien repérer, c'est que les frontières, on dit oui il faut se déconnecter, maintenant les cadres et tout, non. Les frontières entre le monde, entre tous les mondes vont exploser. Entre le privé et le public, entre le profit et le non-profit, entre le temps de travail et le temps de repos, tout ça va exploser. Le monde de demain est un monde par définition sans frontières. Je ne parle pas seulement des frontières politiques, non, non, je parle des frontières intellectuelles. Et ça, c'est un point, pour ceux qui... nous avons eu un débat avec André Comte-Sponville, Jacques Attali et Michel Maffezoli à la faculté de Dauphine il y a un mois sur ces questions-là. Débat qui a été filmé grâce, on peut le dire, à Jean-Michel Mousset et qui sera donc sur Internet. Et j'ai eu un débat avec André Comte-Sponville qui me disait, mais attends, ton truc là, ton livre, c'est pas possible. Tu ne veux pas à la fois être sociologue, philosophe, économiste, prospectiviste. J'ai dit, attends, je suis désolé André, mais le monde de demain, c'est ça. Le monde de demain, t'es pas dans une case. Avant, t'es philosophe, t'as fait Normal Sup en philosophie, donc tu es un vrai philosophe et t'es philosophe toute ta vie. Et puis voilà. Et non, mais je suis désolé, le monde de demain, c'est pas comme ça. C'est un monde où on va se former en permanence, on aura tous plusieurs métiers, on aura tous plusieurs fonctions, on aura tous. Et voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est aussi le problème donc, du temps de travail et de la vie privée. C'est un gros problème, je prétends pas le résoudre, mais ce problème se pose. Et donc le premier qui a vu cela, cette révolution, enfin le premier, c'est-à-dire qu'il a théorisé, c'était il y a 20 ans, Peter Drucker, dans ce livre Au-delà du capitalisme, où il explique justement qu'au XXe siècle, c'est le capital qui compte, parce que ce qui compte, c'est les machines, General Motors, chaîne de montage, tandis que maintenant, c'est le savoir. Et bien évidemment, il faut des capitaux pour faire Google, mais il en faut infiniment moins que pour faire du General Motors, voyez-vous. Et donc ça, c'est un changement radical au niveau économique. Et donc, vous avez cette notion de post-capitalisme. Lénine vous disait, les soviets, le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et moi, je vous dis, le post-capitalisme, c'est la société de la connaissance, de l'intelligence, mais aussi, et ça c'est important, avec une dimension éthique. Sinon, ce monde, il ne va pas durer s'il n'est pas éthique. Et c'est là qu'on aborde une autre dimension, qui va être justement celle que vous verrez, oui, qu'on recoupe plein de problèmes, on n'a pas fait exprès, Jean-Michel et moi, mais on recoupe plein de thèmes du CERA. Vous aurez un thème sur l'économie solidaire, ici, au CERA. Et bien justement, voilà, c'est aussi intégré dans mon topo et dans mon livre, bien évidemment. Vous avez du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est du commerce, c'est pas de la charité, hein. Mais c'est du commerce avec une dimension éthique. C'est-à-dire qu'on veut donner aux petits producteurs quelque chose qui, quand même, suffit pour qu'ils puissent se reproduire et se développer, et pas simplement, sinon il va être obligé de faire de la drogue parce que le prix du café est tellement bas qu'il va arracher les plants de café pour mettre des plants de coca à la place, vous voyez. Le microcrédit, c'est pas de la charité, c'est du prêt bancaire, et même avec des taux importants, mais c'est du prêt bancaire autrement. Hein, on ne prête pas qu'aux riches, a dit Maria Novak, qui est la femme qui a développé le microcrédit en France. Jacques Attali, du Récupérer de Finance aussi. Contrairement à l'expression on ne prête qu'aux riches, ben non, on ne prête pas qu'aux riches avec le microcrédit. Vous avez du social business, l'inventeur du microcrédit, Mohamed Younous, a beaucoup développé cela. Et justement, ben, vous aurez la conférence du CERA sur l'économie solidaire, donc j'en parle pas plus en détail. Mais tout cela, ce sont des outils. Vous avez l'évaluation éthique des entreprises, qui permet de faire de l'investissement éthique. Donc vous voyez qu'il y a vous avez géré tous les outils pour un monde qui soit à la fois un monde qui reste dans l'économie de marché. Le post-capitalisme, ça reste totalement de l'économie de marché, mais l'économie de marché avec du sens, avec une dimension éthique, et je pense que c'est quelque chose dont on a énormément besoin. Alors, au-delà de ce cadre très général sur l'économie, je vais vous donner quelques suggestions qui me paraissent importantes, que j'ai identifiées comme des points essentiels dans mes travaux et dans ma recherche. Premièrement, cette idée, effectivement, qui va très très loin de ce que j'appellerais la vraie écologie. J'espère qu'il n'y a pas des membres, des fans des Verts ici dans la salle, mais je suis très très énervé par un certain nombre de choses, car l'écologie est très importante, mais l'écologie que nous avons est une écologie punitive. On l'a bien vu avec l'histoire des bonnets rouges, c'est je taxe, etc., je mets des contraintes. Non, l'écologie doit être positive, et le pionnier de cette écologie positive, c'est lui. Il est très peu connu en France, et c'est ça qui me fait rager. William McDonough, il a créé un mouvement avec un ingénieur, il est le numéro 1 de l'architecture durable au monde, et il a créé un mouvement qui s'appelle Cradle to Cradle. Alors c'est un mot bizarre, mais ça veut dire du berceau au berceau, et le livre traduit traduit en français, mais qui garde le titre anglais, est aux éditions alternatives, Cradle to Cradle.
Stradle de McDonough et Baumgart. Qu'est-ce qu'il dit, McDonough? Eh bien, il dit, voilà, en fait, la croissance, c'est quelque chose qui est positif, contrairement à ce que disent mes amis écologistes. Vous voyez, nous voulons suivre les lois de la nature, et dans ce contexte, la croissance est une bonne chose. Un arbre qui pousse, c'est une bonne chose. Un enfant qui grandit, c'est une bonne chose. Et pourtant, les êtres humains, il faut lire à la place des êtres humains, mes amis les écologistes, les êtres humains s'inquiètent et considèrent que la croissance est un phénomène négatif. C'est parce que la plupart des choses que l'homme produit actuellement présentent des problèmes. C'est parce que la croissance n'est pas conforme aux lois de la nature. Mais qu'est-ce qu'il en serait? Comment serait le monde si c'était différent? Vous savez, il a fait une usine de textile en Suisse. L'eau qui sort de l'usine est plus propre que l'eau de la rivière qui rentre. Plus l'usine fonctionne, plus elle dépollue l'eau. Il a fait le plus grand toit vert du monde dans un endroit extrêmement pollué. Ça, c'est juste le toit. On pourrait croire que c'est le sol. Non, non, non. C'est juste le toit. Regardez. C'est à Rivière-Rouge, là où il y a toutes les usines Ford. Vous voyez, c'est le plus grand toit vert du monde. On le voit ici. Il fait 60 000 m². Non seulement il dépollue l'eau de pluie et l'eau de l'usine qui passe à travers le toit en 3 jours et qui est rejetée dans la rivière propre au bout de 3 jours, mais il y a des aspirateurs géants qui aspirent l'air ambiant de la ville, qui est très pollué, et qui font passer les poussières à l'intérieur du toit, et elles sont gardées dans la terre. Et ouais. C'est-à-dire qu'en fait, plus cette usine fonctionnera, plus l'air sera dépollué. Pourquoi? Parce que Ford a beaucoup pollué, évidemment, cet endroit, et donc Ford a un intérêt, en termes d'image, à dépolluer la ville qu'ils ont polluée. Il a breveté avec son ami ingénieur chimiste une chaussure, plus vous courez avec dans la forêt, plus vous ensemencez la forêt. Et oui, parce que la chaussure contient des nutriments au lieu de contenir du plastique, et donc plus vous courez dans la forêt, plus ça va ensemencer la forêt. Et il dit, chaque ville devrait être comme une forêt, devrait respirer. Chaque maison devrait être comme un arbre. Alors, c'est pas du tout utopique. Il a déjà fait la ville, la maison, tout ça, l'usine qui fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'il faut tout repenser. Pour un gel bain-douche, par exemple, il y avait 32 composants à enlever dans un gel bain-douche par son ami ingénieur chimiste, et 18 à rajouter. Et ça ne coûte pas plus cher, même si les composants et les 18 sont plus chers, parce que le gel bain-douche est plus facile à fabriquer. Parce que pour le gel bain-douche qu'on met sur nous, il fallait que les ouvriers aient des trucs de sécurité, tellement il y avait des produits toxiques qu'on mettait dedans. La plupart des produits toxiques dans le gel bain-douche ont comme but d'effacer l'effet toxique d'un autre produit. Oui. On vire tout et on change tout. Voilà. Donc ça, j'en dis pas plus, mais c'est une idée absolument fondamentale. L'idée de cette idée de, vous voyez, il dit, imaginez une usine automobile donc, qui serait alimentée 100% par l'énergie solaire et qui même produirait de l'énergie supplémentaire. Nous pensons que tout, depuis les véhicules, les ordinateurs jusqu'au centre urbain, peut être conçu pour ne jamais polluer. Vous voyez. En fait, l'idée, c'est, on minimise, ça tient en 2 phrases, cette idée. Premièrement, il ne s'agit pas d'être moins mauvais, ça va faire moins de déchets, mais d'être bon. Être moins mauvais, c'est je pollue un peu moins. Être bon, c'est plus je fonctionne, plus je dépollue. Et deuxièmement, la phrase clé de McDonough et Baumgart, c'est la nature n'a pas de poubelle. Et ouais, il n'y a pas de poubelle dans la nature. Tout ce qui est dans la nature est recyclé. Et c'est pour ça qu'on est passé en 600 millions d'années, de petites bactéries, de rien du tout, à l'incroyable diversité de la vie. Vous avez vu la croissance que la nature a faite? Bon, vous me direz, d'accord, ça a pris 600 millions d'années. Enfin, c'est quand même une croissance incroyable. Vous avez regardé ce qu'il y a sur Terre actuellement? Pensez qu'il y a 600 millions d'années, tous les êtres vivants, c'était des bactéries. Des algues vertes qui avaient 1 millimètre de diamètre. Vous vous rendez compte de la différence? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que la nature n'a pas de poubelle. Parce que tout ce qui est le déchet de quelque chose est une nutrition ou récupéré par quelque chose d'autre. Et ouais, il n'y a pas de déchets dans la nature. Et McDonough et Baumgart nous disent, voilà, le 20e siècle et le 21e siècle seront des trucs complètement bizarres dans l'histoire de l'humanité. Parce que si l'humanité existe après le 21e siècle, c'est qu'elle sera revenue à ce qu'elle faisait avant. Et on savait très bien ici dans les campagnes au 19e siècle que les déchets humains étaient très très bons pour nourrir la terre et faire plein de choses avec, etc. On récupérait tout, y compris nos déchets à nous. Bon, y compris vous avez compris. Donc, tout ça pour dire que effectivement, il faut revenir, mais de façon beaucoup plus technologique. C'est un peu l'union du technologisme et du bon sens populaire. Et évidemment, avec des technologies nouvelles, on peut faire des choses extraordinaires. Et il dit, voilà, notre projet fondamental, c'est de célébrer une croissance positive qui suit les lois de la nature en éliminant radicalement le concept de déchet. C'est-à-dire que s'il y a un déchet ultime dans votre produit, vous devez changer la composition de votre produit. Vous n'avez pas le choix. Par contre, tout ce qui est dans vos produits, un jour, doit pouvoir être récupéré. Et vous avez toute une série
de changements qui vont avec, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. On ne vendra pas une voiture, on vendra 100 000 km en voiture. On ne vendra pas une télé, on vendra 10 000 heures de télé. Donc Sony ou Renault devront récupérer leur télé ou leur voiture. Et donc ils devront concevoir leur voiture et leur télé dès l'origine pour être récupérables. Et oui, puisqu'ils vont les récupérer. Donc ils auront intérêt évidemment à les concevoir d'une autre façon. La deuxième grande idée de l'écologie positive, eh bien c'est cet homme qui s'appelle Gunther Pauli. Et regardez son titre à faire hurler d'horreur à un écologiste normalement patenté. Croissance sans limite. Objectif zéro pollution, croissance économique et régénération de la nature. Pourtant, il n'y a pas plus écologiste que Gunther Pauli, mais il parle de croissance sans limite. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que justement, il va développer la productivité des matières premières à cause de quelque chose d'incroyable. 70% déjà aujourd'hui de ce que l'homme produit part à la poubelle. C'est-à-dire 70% de ce qu'on fait pousser dans les champs, vous gardez les grains de blé, mais les tiges, vous les brûlez. Vous faites la canne à sucre, mais vous brûlez le reste, ce qu'on appelle la bagasse. Vous faites de l'arbre, mais avec les arbres, vous en récupérez 30%. Maintenant, ça va un peu mieux, on fait de la sciure, etc. Mais enfin bon, des déchets pour brûler, mais on perd la plupart, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée de Gunther Pauli, c'est de récupérer, c'est là aussi les déchets végétaux, de la même façon que McDonough et Baumgart récupèrent tous les déchets techniques, industriels ou de production. Et alors là, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Jean-Michel ici, et d'ailleurs et à Nadine qui est là, eh bien c'est quelque chose, on parlait de Saint-Gabriel. Il y a plusieurs anciens de Saint-Gabriel dans la salle. Eh bien on peut dire que ça vient, de Saint-Gabriel indirectement, puisque l'une des réalisations, mais il y en a 200 comme ça, mais la réalisation la plus extraordinaire de Gunther Pauli est aux îles Fidji, eh bien, dans une école qu'on appelle les Montfort Boys, les boys de Montfort, parce que c'est des missionnaires de Saint-Louis-Grignon de Montfort qui sont partis là-bas depuis la Vendée, donc depuis, c'est lié à Saint-Gabriel évidemment, qui sont partis aux îles Fidji, où il n'y a rien aux îles Fidji, donc l'importation de quoi que ce soit est très complexe, parce que évidemment on est au milieu de l'océan Pacifique. Et voilà ce qu'ils ont fait là-bas. Vous avez ici une brasserie qui avait été implantée aux îles Fidji qui faisait des déchets. Ces déchets ne sont pas mangeables par des animaux pour des raisons qui contiennent la cellulose, et donc c'est pas digérable par des animaux. Donc en fait c'était jeté à la poubelle. Donc là il va mettre sur ces déchets de brasserie un champignon, 3 espèces de champignons, dont le shiitake japonais, avec des experts en champignons évidemment, qui vont manger le déchet, et le déchet qui a été mangé par le champignon est maintenant comestible par un mammifère. Ici, un porc. Un porc, ça fait évidemment du caca qui est mis dans un digesteur de biogaz qui produit du gaz, ce qui est pas mal pour les îles Fidji qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Mais aussi, ça produit des algues vertes. On voit bien le problème des algues vertes, pas loin d'ici, tout le problème des algues vertes en France et dans l'ouest de la France. Sauf que là, ces algues vont servir à nourrir des poissons, mais pas n'importe lesquels. Pas bêtement des poissons, on va mettre une espèce de poisson monolithique. Non, non. Il y a 7 espèces de poissons et une espèce d'écrevisse qui vont se relayer, chacune mangeant le caca de l'autre, ou un poisson qui va au contraire nettoyer, c'est la carpe de boue qui nettoie les déchets au fond du bassin, l'autre poisson qui va enlever les herbes, un autre poisson qui mange les déchets, etc., et l'écrevisse qui mange les déchets des poissons. Bref, tout ceci va vivre en bonne harmonie, et à la fin vous avez des champignons, du gaz, des porcs et du poisson, alors qu'au début vous aviez juste un déchet de brasserie qui était jeté à la poubelle. Et il n'y a aucune autre matière première en entrée du système. Zéro. Il y a 0 matière première en entrée du système, c'est conçu comme ça. Et ça fonctionne dans l'école de Montfort, aux îles Fidji. Mais si vous allez sur le site de Gunther Pauli qui s'appelle le ZERI, ZERI.org, vous verrez qu'il y a 200 sociétés dans le monde qui fonctionnent déjà comme ça. Donc c'est pas seulement aux îles Fidji, mais je trouvais que l'exemple des îles Fidji est quand même un exemple très intéressant. Donc vous voyez, là vous avez affaire à quelque chose de fondamental pour moi, ce que j'appelle la vraie écologie. Parce que derrière ça, il y a toute une série de révolutions dont Pauli nous parle dans son livre, ce livre-là. Donc, eh bien, il nous dit, voilà, il y a la révolution des champignons. Vous pouvez faire pousser 2 milliards de champignons sur le territoire où vous avez 2 bœufs. Pour nourrir 2 bœufs pendant un an, vous pouvez faire pousser 2 milliards de champignons, dans les bonnes conditions évidemment. Vous avez le bambou qui pousse de façon incroyable, on peut faire plein de choses avec la fibre de bambou. Vous avez évidemment les algues, on peut faire plein de choses avec les algues, donc révolution des champignons, des algues, du bambou. Il y a des choses extraordinaires que l'on peut faire et qui pourraient permettre de nourrir l'humanité et de nourrir notre croissance. Et de l'autre côté, vous avez la révolution de McDonough et Baumgart dont je vous ai parlé. Donc ça, si vous voulez, c'est la vraie écologie et c'est d'une importance vitale pour notre monde.
monde, et ça me désespère de voir qu'on en parle si peu en France. Donc évidemment, c'est des choses qui prennent une place non négligeable dans les solutions que je préconise à travers mon livre Pour l'humanité de demain. Mais on va voir encore 2-3 autres choses qui maintenant sont dans tout autre domaine, celui de l'économie de l'immatériel, bien sûr, l'économie de l'Internet, qui permet, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de possibilités, que j'allais vous montrer des choses qui sont des crises, mais aussi des solutions. Et donc vous avez ici ce qu'on appelle la longue traîne. C'est quoi la longue traîne? C'est ça. La longue traîne, c'est ce truc jaune, là, vous voyez ici, là. Et en général, ça vous dit que vous avez 20% de vos produits, n'importe où, dans les supermarchés ou ailleurs, 20% de vos produits font 80% de vos profits et de vos ventes, de votre chiffre d'affaires. 20% des 80% des produits qui restent, vous les avez pour que le consommateur soit content, pour qu'il y ait du choix, mais ça ne fait que 20% de vos profits ou de votre chiffre d'affaires. Eh bien, la longue traîne, c'est que cette droite jaune que vous voyez là, elle va se prolonger à l'infini. Pour prendre un terme de supermarché, on dit, vous savez, le linéaire, c'est ce que le linéaire en supermarché, le linéaire devient infini. C'est déjà le cas, par exemple, sur iTunes. Le nombre de morceaux de musique que iTunes peut vous vendre est quasiment infini, puisqu'ils ne sont pas... sur Amazon, il y a encore une limite tant qu'il n'y a pas des livres numériques, mais Amazon a des entrepôts géants avec des 6 millions de références, mais Amazon vous vend un livre sur 2 ou presque que j'achète sur Amazon, c'est pas Amazon qui me le vend. C'est un particulier qui vend, car Amazon attire tout le monde grâce au fait qu'ils ont effectivement 6 millions de bouquins et de références. Du coup, tout le monde va chez Amazon, et vous trouvez chez Amazon plein de bouquins qui ne sont pas vendus par Amazon. Donc Amazon n'a aucun frais de stockage pour ces bouquins, et juste il touche un pourcentage sur la transaction, ce qui est évidemment très rémunérateur. Eh bien, la longue traîne, c'est ça. La longue traîne, c'est d'exploser en quelque sorte le linéaire. Et ça donne des possibilités incroyables. Donc Amazon et iTunes sont des exemples, mais la longue traîne concerne chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous peut se positionner quelque part sur un petit bout de la longue traîne. Vous voulez un film de Ava Gardner des années 30, etc. Vous allez trouver un type qui l'a dupliqué, je dis n'importe quoi, aux Philippines. Et il va vous le vendre pour 2 €, voyez. Et vous cherchez une plante, je sais pas quoi, une céréale rare d'Éthiopie qui est le quinoa de demain, et vous trouvez un type qui va vous le vendre, etc., etc., voyez. Et donc demain, vous pouvez avoir un job, et un deuxième job, et un troisième job à côté. Vous pouvez être, par exemple, faire si vous êtes Camini, vous vous rappelez Camini, ce jeune noir qui a fait un clip Marly Goron très marrant dans le nord de la France, où il raconte sa vie de jeune noir dans une campagne où il n'y a aucun noir, etc. Bon, ben, il a eu 3 millions de vues et il est devenu une star. Bon. Mais si vous n'avez aucun don pour la chanson, vous pouvez faire du crowdfunding, vous faire comme My Major Company. Vous allez rassembler de l'argent pour des artistes, si vous ne savez pas chanter, et vous allez produire les artistes qui vous intéressent. Avec l'argent de qui? Ben, de nous tous. C'est-à-dire que chacun va donner 10 €, 50 €, 100 € pour qu'une chanson soit produite, ou un film, etc. Donc il y a des possibilités énormes tout au long de la longue traîne. Et cette idée de la longue traîne, eh bien, c'est une idée, effectivement, c'est ensemble la fin du blockbuster, c'est l'explosion de l'offre, et on a tous la possibilité de trouver notre place quelque part sur la longue traîne. Première idée, enfin c'est ma troisième idée, mais c'est ma première idée pour la nouvelle économie, ici, dans ces suggestions, nouvelle économie d'Internet. Et maintenant, eh bien, la nouvelle économie. Alors, c'est quoi la nouvelle économie? La nouvelle économie, c'est Microsoft vend des logiciels. Ils vendent un logiciel, c'est immatériel. Mais ils le vendent. La nouvelle économie, c'est des produits gratuits. Et qui sont gratuits pour toujours. Ils sont conceptuellement gratuits. Le grand théoricien de ça, c'est le même que la longue traîne. Ce type, il faut le suivre. Chris Anderson est un génie. C'est lui qui m'a aussi attiré l'attention sur les imprimantes 3D avec un autre livre qui s'appelle Makers, les fabricants. Chris Anderson, la longue traîne, Chris Anderson, free. Entrer dans l'économie du gratuit. Qu'est-ce qu'il vous dit, Chris Anderson? Un truc tout con. Google est gratuit pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Google, il pourrait vous faire payer 1 centime. Mais oui, 1 centime, toute recherche sur Google. Chaque fois que vous faites une recherche, votre carte bleue est débitée 1 centime. Et ils font ça, ils sont foutus dans 3 mois. Parce que dans 3 mois, il y a Google Biz qui va se créer, qui sera gratuit, et tout le monde va migrer sur Google Biz. Si Skype fait payer 1 centime d'euro son produit vedette, la communication gratuite d'ordinateur à ordinateur par la voix, ils sont foutus. Demain, Skype Biz va se créer et sera gratuit, évidemment. Voyez. Donc des produits comme Skype ou Google sont obligatoirement gratuits. Ils sont condamnés à être gratuits pour l'éternité. Mais comment ils gagnent de l'argent? Tout le monde le sait. Google étant incontournable pour la recherche sur Internet, ils gagnent de l'argent grâce aux publicités qui sont associées à cette recherche. Et Skype gagne de l'argent avec une autre stratégie qu'on appelle la stratégie du premium. Si vous voulez téléphoner
à un téléphone portable avec une meilleure qualité de son, vous allez payer. Par contre, la communication d'ordinateur à ordinateur est gratuite. Et donc, c'est les gens qui paient le service premium qui vont payer pour qu'il y ait un service gratuit pour tout le monde. Voyez ? Mais là où ça devient très intéressant, c'est que Google, le grand secret de Google, c'est que plus il y a de gens sur Internet, plus Google gagne de l'argent. C'est mathématique. Parce que l'ennemi de Google, c'est la publicité, évidemment, télé. Et donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui migrent de la télé sur Internet. C'est en train de se produire. Donc, qu'est-ce que font les milliers d'ingénieurs de Google ? Ils améliorent le moteur de recherche ? Même pas. Il y en a peut-être 5% qui travaillent sur le moteur de recherche chez Google. 95% des ingénieurs de Google, et il y en a des milliers, sont payés à imaginer des services et des produits gratuits pour vous. Et oui. Et Google Maps, c'est gratuit, Google Earth, c'est gratuit, Google Docs, c'est gratuit. Et regardez, tout est gratuit. Pourquoi ? Parce que plus il y a de gens sur Internet, plus Google gagne de l'argent, c'est mathématique. Il n'y a pas besoin. Google peut même payer ses concurrents. Google a compris l'histoire du cercle vertueux de tout à l'heure. Google va payer des concurrents. Et oui, Google a un moteur de recherche qui s'appelle Chrome, un navigateur, un navigateur qui s'appelle Chrome, mais ils vont également subventionner Firefox, qui est un navigateur concurrent. Vous voyez ? Parce que plus il y a de gens sur Internet, plus etc. C'est toujours pareil. Voyez ? Donc ça, c'est une nouvelle économie qui gagne de l'argent beaucoup, même avec Google, ou un peu moins avec Skype. Et puis, vous avez la nouvelle économie qui, elle, est le véritable service public de demain. C'est Wikipédia, c'est Khan Academy. Khan Academy, c'était au départ un certain monsieur Khan qui avait mis 2-3 vidéos sur Internet pour aider ses cousins à comprendre, ses neveux à comprendre les mathématiques. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de vidéos entièrement gratuites. Et ce sera toujours gratuit pour l'éternité, vous dites Khan Academy, qui vous font des cours sur tous les sujets. Vous pouvez tout apprendre. Seul problème, pour l'instant, c'est en anglais, mais ça commence à aller en d'autres langues. De même que Wikipédia, qui est beaucoup plus ancien, est aujourd'hui dans toutes les langues. Et il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a sur Wikipédia, mais dans 99% des cas, c'est un excellent outil de recherche pour des chercheurs et des scientifiques. Donc vous voyez, ça, c'est une nouvelle économie qui est en train de naître. Vous pouvez avoir un type, un jeune Kenyan à Nairobi, il a reçu un petit ordinateur de la part de son oncle aux États-Unis, il va se connecter gratuitement grâce au spot du McDonald's local, il va communiquer avec son oncle par Skype, il va sur Facebook trouver des amis qui vont lui donner des solutions pour ses cours à l'université, il va un jour peut-être voir des émeutes et il mettra sa vidéo sur YouTube et il aura son quart d'heure de célébrité parce qu'on va passer ça sur CNN et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça aussi, ça fait partie du monde de demain. Et un dernier truc, dans le monde de demain, une chose qui va permettre de gagner beaucoup d'argent à mon avis et qui va permettre d'apporter l'information au bon moment, au bon endroit. Comment apporter l'information au bon moment, au bon endroit? Ça, c'est quelque chose de très très important. Et vous avez ici le seul succès français des 20 dernières années dans ce domaine, un succès fulgurant dont l'homme que vous voyez ici à l'écran, Jean-Baptiste Rudel, est un type assez modeste, donc on en parle peu. En fait, il fait tout pour qu'on ne parle pas de lui parce que vivons heureux, vivons cachés. Je ne dis pas que c'est éthique la façon dont il gagne de l'argent, mais au moins ça vous montre l'intérêt de l'information en temps réel. Qu'est-ce que fait cette boîte-là? Il se trouve que Jean-Baptiste est un ami d'enfance, j'étais son prof d'échecs quand il avait 13 ans, il était haut comme 3 pommes, et 30 ans après, je reprends les échecs et je lui ai dit par internet, Jean-Baptiste, c'est bien toi, Jean-Baptiste du lycée Victor de Ruy à Paris? Il dit oui, c'est moi, je t'ai pas oublié, c'était génial, mais écoute, moi j'ai une start-up là aux États-Unis, un petit truc, je suis très pris, on parle plus tard. Dire, j'ai rien en France, mettre ma recherche parce que les Français sont très bons pour les calculs. Il me dit ça. Un an après, je dis, attends, Jean-Baptiste, t'es où là? Et ouais, j'ai repris les échecs, toi tu fais quoi? Il dit, ah ouh là, attends, je m'introduis au Nasdaq la semaine prochaine, je suis super pris, mais attends, le mois prochain, on dîne ensemble à Paris. Je regarde sur Internet, Criteo, 2,5 milliards de dollars. Je dis bien 2,5 milliards, pas millions. Une boîte qui valait rien un an avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire 2,5 milliards de dollars? Eh ben, il fait un truc, il utilise, ça je dis, c'est pas forcément un truc éthique, mais bon, c'est pas interdit pour l'instant, il utilise ce qu'on appelle les cookies, qui sont en fait les traces de vos visites sur Internet. Quand vous arrivez sur la page du Point ou de l'Express, il a un contrat avec le Point et l'Express, il identifie votre arrivée. Il a 3000 clients, tous les plus grands groupes, évidemment, les Amazon, les 3 Suisses, tous les trucs qui vendent par Internet ou par correspondance, hein, tous les bookings, tout ça. Et il dit, par exemple, voilà, il y a un tel internaute avec tel profil, il met aux enchères votre éventuel clic sur une éventuelle bannière. Là-dessus, les ordinateurs, en 1/10 de seconde, font monter les enchères et la réponse est par exemple 8 centimes. Pour e-booking, voyage aux Maldives, parce que vous êtes passionné par les Maldives, et il a pu tracer que vous avez fait plein de recherches sur les Maldives. Ensuite, en 1/10 de seconde, son ordinateur se retourne vers l'ordinateur du Point.
La page est en train de s'afficher. La page est en train de s'afficher sur votre ordinateur. On ne sait pas s'il y aura une banderole ou non encore. Et en 1/10 de seconde, il demande au point, vous me le vendez combien? La banderole. Réponse 2 centimes, par exemple. Et c'est seulement maintenant, alors que la page va s'afficher dans 1/10 de seconde, et qu'elle n'est pas encore affichée, c'est maintenant qu'arrive le truc qui vaut 2,5 milliards de dollars aujourd'hui, et sans doute bientôt 3 milliards demain. Qu'est-ce que fait ce truc? C'est un logiciel qui va calculer la probabilité que vous cliquez sur la banderole Maldives. Si vous cliquez, il gagne 8 centimes. Si vous cliquez pas, il perd 2 centimes. Il fait 500 000 transactions par minute dans le monde. Je dis bien 500 000 transactions par minute. S'il a mal calculé au bout de 2-3 jours, il est en faillite. S'il calcule bien, et sa boîte gagne plein d'argent. Voyez. Donc tout est dans un calcul incroyable. Google ne sait pas faire ça. Il est le seul à savoir faire ça. Il a 700 ingénieurs à Paris dans 10 000 mètres carrés magnifiques qu'on peut voir ici, inaugurés par tous les grands ponts du gouvernement français qui rêvent d'avoir une autre boîte comme ça, mais il n'y en a qu'une évidemment, parce que c'est incroyable. Et il est revenu en France, créer 700 emplois d'ingénieurs. Bon. Et il y a 700 ingénieurs qui calculent jour et nuit pour faire son truc. Et là où c'est génial, comme on est amis d'enfance, le 1er janvier cette année, on a fait des échecs toute la nuit à 3h du matin. Je lui dis, bon, allez, Jean-Baptiste, tu vas me le dire ton secret, là, c'est quoi le truc? Comment tu es arrivé au truc qui vaut 2,5 milliards de dollars? Il me dit, écoute, je vais te dire la vérité, Jean, en fait. On ne sait pas exactement comment ça marche. Et ouais, c'est la théorie du chaos. Ils ont fait un système, ils l'ont amélioré, ils le font fonctionner en permanence, ils voient que ça marche pas très bien, ils améliorent un truc, mais c'est tellement complexe qu'ils voient pas exactement comment ça fonctionne, donc ils font un essai, ils voient que ça marche mieux, bon, ils améliorent encore le truc, ils voient que ça marche mieux, ils voient que ça marche mieux, ils voient que ça marche mieux, et maintenant ils ont un truc, évidemment, qui est top secret, et qui marche mieux que n'importe quoi d'autre, mais ils savent pas exactement comment ça marche. On est en pleine théorie du chaos, et ça vaut 2,5 milliards. Donc vous voyez, quand même, hein, on peut avoir des moyens de réussir dans le monde de demain. Et donc on va terminer en le quart d'heure qui nous reste avec 2 autres révolutions que je vais passer simplement en revue, parce que c'est des choses que certains d'entre vous connaissent bien. Premièrement, une révolution sociétale. Tous ces gens qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, etc., c'est pas des gens qui peuvent se comporter et vivre comme avant. C'est pas des gens à qui on peut vendre métro, boulot, dodo comme idéal, ou télé-réalité, pastis et hypermarché dans les campagnes. Hein. Moi, je viens d'un petit village à Préchac, dans les Landes girondines, à 400 km au sud d'ici. Et ben voilà, on fait les courses à l'hypermarché, on regarde la télé-réalité, puis on joue au tiercé ou on boit son pastis. Bon. J'ai rien contre ça, mais c'est pas un mode de vie très... Eh ben, j'ai identifié ce qu'on appelle en sociologie des créatifs culturels. Tout un foyer, 4 foyers à 500 mètres autour de ma maison natale, à Préchac en Gironde. Donc c'est pas un truc que pour les beaux quartiers de Paris. C'est quoi les créatifs culturels? Eh bien, Ray Anderson, 2 sociologues américains, en donne la définition suivante. Voyez, les créatifs culturels conjuguent avec bonheur l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, l'implication sociale, souvent locale, les valeurs féminines et une dimension spirituelle. Ils sont au cœur d'une transformation active de la société dans un sens plus humain. Alors vous allez me dire, ouais, mais justement, ça ressemble aux bobos, vous savez, bourgeois bohèmes, etc. Ben non, justement, c'est pas réservé aux gens des beaux quartiers. C'est un mouvement global où les gens veulent avoir un sens à leur vie, veulent vivre autrement. Je vous donne un exemple d'une ouvrière, une amie d'enfance, ouvrière dans une usine à bois, devenue contremaître sans aucune étude à la force de travail. Eh bien, aujourd'hui, elle organise des conférences avec des conférenciers qui viennent parler des questions de mort imminente, les NDE, expérience d'approche de la mort. Dans une ville de 5000 habitants, ils ont 300 personnes à des conférences. Elle prend des cours de yoga en faisant 20 km pour ça. Elle se soigne avec des médecines douces. À côté, vous avez un bûcheron. Pas fait d'études non plus, jamais. Aujourd'hui, il devient enseignant, il est toujours bûcheron, sauf qu'il travaille avec les handicapés mentaux. Il les amène dans la forêt pour la faire justement l'aide par le travail en tant que bûcheron. Et il a passé des diplômes de psychologie et il fait des ateliers de créativité par l'écriture, etc. Un type qui est bûcheron, oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez toute une série de facteurs d'une révolution sociétale. Et c'est ça qu'on appelle les créatifs culturels. Ce sont ces gens qui sont justement, qui se disent finalement, la consommation, consommer pour consommer, on en a marre, on veut vivre autrement. Et ça, c'est quelque chose qui va être redoutable pour les entreprises. Parce que, évidemment, avant la crise déjà de 2008, on voit bien qu'il y a une rupture dans les achats de produits de grande consommation. C'est une petite, mais c'est une première depuis la guerre.
C'est-à-dire qu'en fait, Serge Papin, un système U bien connu dans l'ouest de la France, il parle effectivement d'objecteurs de croissance, de foyers qui pourraient s'installer dans un rejet du surplus, dans un rejet du gâchis. Finalement, on n'a pas besoin de tous ces trucs, on n'a pas besoin de tout ça. On va acheter des bons produits d'occasion sur le Bon Coin plutôt que d'acheter des produits qui vont durer que 6 mois, etc. Vous voyez, un jean mal foutu, etc. Ça risque de changer la structure de consommation, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre d'entreprises pionnières ont bien compris. Par exemple, le groupe Nature et Découverte de mon ami François Lemarchand surfe déjà sur ça depuis longtemps. On va écouter François un instant ici. Bien, je pense que les gens qui aujourd'hui n'ont plus envie d'acheter des produits tout seuls, ils ont envie d'acheter des produits qui ont un sens, qui vont leur permettre de s'épanouir, de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Ils veulent être éduqués, et ils veulent être éduqués également en famille, en groupe, ils ne sont plus tout seuls. Je ne dirais même pas il y a 20 ans, je dis il y a encore 5 ans, c'était la société de consommation pour la société de consommation. On achetait des produits pour se valoriser, pour son ego personnel, on accumulait. Et aujourd'hui, il y a une espèce de saturation de tous ces produits et on s'aperçoit que tout ça ne mène à rien. Et on a envie de développer la partie haute de son individu, c'est-à-dire la partie du cerveau, de l'esprit, et non plus uniquement la partie du ventre. Alors pour terminer, évidemment, ce monde nouveau, cette société nouvelle, ces consommateurs, ces salariés nouveaux, ça va avec les entreprises nouvelles. Les entreprises nouvelles, ils vont faire 2 types de choses. Soit agir en externe, en gros, c'est un mot déjà très galvaudé, mais les entreprises citoyennes, c'est le cas de Nature et Découverte, c'est le cas de cosmétiques comme The Body Shop, c'est le cas des glaces comme Ben & Jerry, ou ça va être des entreprises qui vont faire, parfois les deux dire, mais des entreprises qui vont faire des choses en interne, qui vont libérer les énergies, qui vont s'adapter à ce monde de connaissances, qui n'est plus un monde de machines, même s'il y aura encore des machines, vous voyez. Et donc, regardez par exemple Ben & Jerry. Le coup double de Ben & Jerry, c'est comment faire diriger un business qui fait du fric et qui est dirigé par les valeurs. C'est quoi un business dirigé par les valeurs? Eh bien, ça veut dire que c'est pas seulement on donne 10% de nos bénéfices après impôt à des fondations. Non. Ce qui est déjà très bien, ils le font aussi, ils donnent 7,7%. Mais un business dirigé par les valeurs, c'est-à-dire que toutes nos stratégies d'achat vont être basées sur les valeurs. On pourrait, par exemple, acheter du café 20% moins cher, mais on va l'acheter à des petits producteurs mexicains de commerce équitable. On pourrait acheter des brownies qu'ils mettent dans leur glace beaucoup moins cher en les achetant chez une grosse société, genre Cadbury, Mars, etc. Mais on va les acheter à des gens qui emploient uniquement des SDF et des gens sortis de prison pour faire les brownies. Et ainsi de suite. Et du moment qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on gagne de l'argent, sinon c'est comme on respire, on ne peut pas vivre sans respirer. Mais du moment qu'on gagne de l'argent, disent Ben & Jerry, on s'en fout de ne pas maximiser notre profit. Au contraire, on veut être une entreprise où tout ce qu'on fait a un sens. Donc tous nos achats vont être faits pour être porteurs de sens. Et du moment qu'à l'arrivée, notre produit, on gagne de l'argent, c'est très bien. Et donc on s'en fiche, on pourrait gagner 2 fois plus en achetant notre café à une grande société, en achetant nos brownies, etc. Mais non, on va acheter comme ça. Et donc vous voyez, ils disent, Ben & Jerry, le business est devenu maintenant la force la plus importante de la société. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes sociaux tant que le business n'accepte pas de jouer un rôle de leader dans ce domaine. Cela implique que le business agisse pour le bien commun. C'est un rôle très nouveau pour le business, dont il n'a pas l'habitude et pour lequel il n'est pas préparé. C'est le cas de le dire. Mais il dit voilà, c'est ça la nouvelle économie de demain. L'entreprise doit travailler pour le bien commun tout en gagnant de l'argent, tout en faisant de l'économie de marché. Et Ben & Jerry nous explique voilà, les entreprises ont besoin de capitaux, donc de personnes pour investir dedans. Elles ont besoin évidemment de salariés, donc de personnes pour y travailler. Elles ont besoin évidemment de clients pour acheter les produits et les services. Donc en fait, on peut énormément influencer les entreprises en choisissant quels produits on achète, où on va aller travailler, surtout si on a quelqu'un de compétent et qui est recruté et chassé par des chasseurs de tête, et dans quelle entreprise on va investir. Donc en fait, d'une certaine façon, je dirais provocante au XXIe siècle, je m'excuse pour Mélenchon, après m'être excusé des écologistes, eh bien, le caddie d'hypermarché aura plus de poids qu'un bulletin de vote. Ben oui, c'est triste à dire, y compris pour nos politiques, mais le caddie d'hypermarché a plus de poids dans le monde de demain qu'un bulletin de vote. C'est ce que comprennent toute une série de gens qui ont créé des guides d'éthique d'achat du consommateur pour vous expliquer quel produit il faut acheter plutôt que de tel autre. Donc ça, c'est une révolution des entreprises en externe. Des entreprises qui, comme le disent Ben & Jerry, travaillent pour le bien commun. La dernière révolution, c'est les entreprises en interne qui vont libérer justement l'intelligence dans ce monde où l'intelligence est si précieuse. Et
je ne vais pas en parler en détail ici, mais je vous lis juste une citation terrible du PDG de Matsushita Electronics, une grande boîte japonaise. Il dit « Nous gagnerons et l'Occident industriel perdra parce que vos entreprises reposent sur le modèle de Taylor. S'agissant de vos esprits, c'est encore pire. Vos patrons se chargent de la réflexion, les ouvriers manient le tournevis. Le monde économique est devenu si complexe et si difficile, la survie des entreprises si périlleuse et pleine de dangers, qu'elle exige la mobilisation au jour le jour de la moindre parcelle d'intelligence. » C'est logique dans ce monde de la théorie du chaos, dans ce monde des bifurcations, dans ce monde de complexité que je vous ai décrit tout à l'heure. Vous devez, pour survivre, mobiliser la moindre parcelle d'intelligence. Et donc le manager de demain, pour aller dans le sens de ce qu'il dit là, j'ai mis une phrase de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, tu dois donner à tes hommes le désir de la mer. Et s'ils ont le désir de la mer, eh ben, on pense qu'ils arriveront à construire le bateau. Alors, il y a toute une série d'entreprises qui vont dans ce sens-là. Il y en a un certain nombre d'entre vous, comme le groupe Favi, par exemple, très connu. Vous avez des théoriciens de ça, comme Liberté et compagnie, ses carnets, mais je me parlais plutôt d'un livre qui est assez provoquant, et qui n'est pas encore traduit en français et pas forcément connu, il s'appelle « Do Nothing », ne faites rien. Alors évidemment, il faut prendre cette injonction « ne faites rien » au 2e degré. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là que, et ce Murnaghan oppose le manager Superman. Superman, c'est le gars qui vole pour éteindre les incendies dans toute la ville. Hein. Donc c'est le manager qui se présente en permanence. Dès qu'il y a un problème, poum, allez, je vais le résoudre. Hein. Je suis Superman. Et il oppose ce manager Superman au manager chef d'orchestre. Le manager chef d'orchestre, c'est justement celui qui va faire jouer la plus belle musique à tout le monde. Le chef d'orchestre ne produit pas de musique. Le chef d'orchestre ne fait pas de son. Hein? Oui, c'est le seul dire. Tous les autres font un son quelconque, mais lui, il ne fait pas de son. Et là, dans cette vision-là, c'est ça, être un facilitateur plutôt qu'un décideur. Et donc, il dit, non seulement le manager Superman déresponsabilise et démotive ses collaborateurs, mais il perd un temps précieux qu'il devrait consacrer au développement de l'innovation et l'innovation d'un environnement qui permette à chacun de gagner en autonomie et en confiance. Alors attention, ne rien faire, au sens de Murnaghan, eh bien, il faut être très fort. Et ouais, c'est très difficile de ne rien faire. C'est un paradoxe, mais je vous explique. Seul un grand manager peut y arriver. Pourquoi? Parce que prendre des décisions, c'est facile. On se dit, je suis payé pour ça, c'est facile. C'est pas toujours facile, mais au moins on peut dire, voilà, je vais virer monsieur, je vais virer madame, j'ai pris une décision, j'ai mérité mon salaire, j'ai fait quelque chose, j'ai décidé. On se dit, voilà, mais savoir créer les conditions de la créativité des autres, eh ben, c'est vachement plus dur. Il faut de l'empathie, il faut de l'écoute, il n'y a pas de formule magique, il faut un travail quotidien, c'est quelque chose qui se fait dans le long terme, qui peut parfois échouer, vous voyez, il faut vraiment, c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que je dis que seul un très grand manager peut ne rien faire, c'est très difficile de ne rien faire. Donc il est maintenant temps de conclure, après avoir parcouru ce panorama. Vous avez vu quelle était la logique que j'ai présentée, hein, révolution technologique et révolution conceptuelle, qui vont dans le sens d'une complexification du monde et d'une explosion des interactions et donc de la complexité, mais aussi des possibilités. Vous avez eu, à partir de là, les 3 autres révolutions suivantes qui s'enchaînent. La révolution économique, la révolution sociétale et la révolution managériale, divisée en 2. Ce que l'entreprise fait pour le bien commun et ce que l'entreprise fait à l'intérieur de l'entreprise pour libérer la créativité. Et vous voyez bien que ces 5 révolutions sont liées. En 1930, je vous ai montré Charlot étant moderne en passant, c'était logique. On avait des gens qui n'étaient pas instruits, qui arrivaient dans des entreprises, qui ne pouvaient pas avoir d'idées. Et c'était logique de les traiter comme ça. Mais aujourd'hui, à notre époque, avec justement tout ce développement de l'intelligence autour de nous et cette connaissance qu'on peut avoir par Wikipédia et d'autres, hein, et ben c'est normal qu'on ait des salariés donc, qui ont plus de possibilités d'intelligence et qu'il faut arriver à faire manager cela autrement. Et ces gens veulent aussi consommer autrement, se comporter autrement, d'où la nouvelle économie, hein, etc., etc., d'où le commerce équitable, d'où l'économie sociale, etc., etc. Donc il y a une conjonction, une coordination, une cohérence de toutes ces révolutions, et voilà pourquoi j'affirme avec force que nous sommes dans une situation comparable à la naissance de la modernité. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas simplement comme le passage de l'industrie basée sur la vapeur à l'industrie basée sur l'électricité. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que ça.
C'est comme passer du monde où on était du Moyen-Âge au monde moderne, où il y a des avions et des voitures. Et ben on passe de ce monde moderne à quelque chose que, faute de mieux, on appelle la postmodernité. Mais on ne sait pas encore exactement ce que ce sera. Mais je vous ai dessiné quand même quelques-uns des contours de ce monde postmoderne. Alors voilà, pour terminer, juste 3 choses que je vous conseille, 3 ou 4 en fait pour être précis, que je vous conseille. D'abord, les voies pour s'en sortir, être simple dans un monde compliqué. J'ai pas eu le temps de vous parler d'un de mes héros qui s'appelle Elon Musk, l'homme qui fait des fusées spatiales sur le modèle des startups en informatique et qui arrive avec 10 fois moins d'argent à concurrencer à NASA et Ariane Espace et en étant 2 fois moins cher. Donc être simple dans un monde compliqué. Plus vous arriverez à développer de la simplicité dans un monde complexe, plus vous aurez, à mon avis, en tant qu'entreprise, des chances de survie. Évidemment, je n'en ai pas parlé aussi parce que tout le monde le connaît, développer les outils qui permettent de développer la créativité, la connaissance, l'information. Tous les iPads, tous les iMac, tous les iPhones que nous devons à Steve Jobs, qui a été, comme vous savez, copié aussi bien par Microsoft que par Google. Regardez Android et comparez avec un smartphone Apple, vous verrez. Et bien évidemment, ça, c'est quelqu'un de fondamental. Et c'est des choses, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. On ne le fait pas pour des raisons non pas techniques, mais parce que ça phagocyterait plein d'appareils. Demain, on aura un communicateur universel qui remplacera et l'iPad, et l'iPhone, et l'ordinateur, bien évidemment. Et ce sera aussi un progrès énorme. Vous avez surfé sur la quête de sens des consommateurs, c'est la stratégie de Ben & Jerry, de Nature et Découverte, de Body Shop et bien d'autres. Vous pouvez révolutionner le management en développant l'intelligence collective, la créativité, l'engagement des salariés. C'est l'idée justement de ne faites rien. C'est l'idée de Jette ses carnets, de Liberté et compagnie. C'est l'idée de Murnaghan, de ce que je viens de vous présenter, du manager chef d'orchestre plutôt que du manager Superman. Concevoir les produits industriels avec la même logique que les processus naturels. Rappelez-vous, c'était McDonald's. C'était le gars qui faisait une usine dont l'eau qui sort est plus propre que l'eau qui rentre, ou l'air qui sort est plus propre que l'air qui rentre. Ou alors développer la productivité des matières premières avec Gunther Pauli. Rappelez-vous les Montfort Boys des îles Fidji, avec leur cycle incroyable qui produit à partir d'un unique déchet de brasserie qui produit tous les trucs que je vous ai montrés, le poisson, le porc, les champignons, etc. Et le gaz. Et l'économie de niche, c'est la longue traîne. C'est Amazon, c'est iTunes, mais c'est aussi chacun d'entre vous. Pas à la même échelle qu'Amazon et iTunes, évidemment, mais c'est chacun d'entre vous qui peut développer ça. Et enfin, gagner de l'argent grâce à la gratuité, et ben oui, c'est Google, c'est Skype, etc. Donc les 2 principes ici en bas sont liés à l'économie Internet. Les 2 principes ici sont liés à ce que j'appelle la vraie écologie. Les 2 principes ici sont liés à ce que j'appelle les nouvelles formes d'entreprise. Ici en externe, travailler pour le bien commun. Ici en interne, libérer l'intelligence collective. Et là, évidemment, 2 autres concepts sur la créativité et la simplicité. Donc voilà, à mon avis, des voies pour s'en sortir. Je ne dis pas que toutes les entreprises représentées dans la salle peuvent appliquer ça, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent réfléchir dans votre entreprise quels sont les points que vous pouvez développer, et vous verrez qu'il y en a un certain nombre. Donc ça, c'est ma première façon de conclure. Ma deuxième façon de conclure, c'est qu'il y a des choses à surveiller. Il y en a plein, mais j'en ai mis juste 3 ou 4 comme ça. D'abord, comment repositionner vos métiers face aux nouvelles pratiques de consommation qu'on appelle pair à pair. Façon de traduire simplement par de particulier à particulier. Bon vieux mot qui existe depuis longtemps en France. La revue de particulier à particulier existe depuis des décennies. Mais avec Internet, c'est change d'un puissance 1000. Évidemment, l'idée, tout ce qui est production, imprimante 3D, etc., ça va révolutionner plein de métiers. Tout ce qui est Airbnb, Blablacar, Drive.com, Le Bon Coin, etc., c'est déjà en train de révolutionner plein de métiers. Donc, pensez à ça. Face à cette double révolution des échanges entre consommateurs de particulier à particulier et de production demain, et déjà aujourd'hui, comment repositionner votre métier. Je pourrais donner des exemples, si vous voulez, tout à l'heure dans le débat. Quelle révolution les puces RFID impliquent pour votre métier? Là, il y en a plein aussi, en termes de process de production, mais aussi des questions éthiques, on l'a vu. Surveiller le progrès de l'interface homme-machine. Pensez au type qui contrôle un drone par la pensée, quand même, c'est assez incroyable. Fait voler un drone par la pensée, ça va avoir des conséquences. Et l'intelligence artificielle, parce que effectivement, tout ce qui est automatisable sera automatisé, donc il y a intérêt à surveiller ce que font les robots. Surveiller au moins de loin les questions énergétiques, la fin du pétrole, le développement de l'hydrogène pourrait être important, les questions climatiques, la COP21 de Paris est en décembre prochain, et mettre en place un système de détection des signaux faibles qui peuvent impacter votre domaine. Donc ça, c'est la
deuxième façon de conclure. Et maintenant, troisième et quatrième. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, un certain nombre d'entre vous, mais pas beaucoup, je pense que vous avez déjà vu ces slides, mais ils sont importants. Le 21e siècle verra une lutte entre deux modèles, qui sont tous les deux des modèles d'économie de marché. Mais il y a la forme moderne de capitalisme et la forme post-moderne. La forme basée sur les capitaux et les machines, la production au prix les plus bas, la maximisation du profit, les fonds de pension, les ratings financiers et la lutte contre les excès du capitalisme se fait par des bonnes vieilles manifestations dans les rues, etc., à Olivier Besancenot. Vous avez des raiders comme Kravis, Kramert et Robert qui prennent les boîtes et les coupent en tranches, les revendent, etc. Bon, ils s'intéressent qu'au profit à court terme, les stockholders, les actionnaires. Et puis vous avez l'information, la créativité, l'intelligence face aux machines, le développement durable face à la production au prix les plus bas, le commerce équitable face à la maximisation du profit, les fonds éthiques, voire le microcrédit, la notation éthique et la lutte par l'humour. Ce qui menace demain une entreprise, c'est une vidéo sur YouTube qui va se foutre de sa gueule et qui va ruiner sa réputation à jamais. C'est beaucoup plus menaçant qu'une manifestation de la CGT sur le parking de votre entreprise. Ça aussi, il faut savoir, c'est des choses qui ont un point incroyable. Je l'ai vu chez Auchan, je pourrais donner des exemples. Une vidéo d'un client d'Auchan a vu qu'il y avait des gardes qui lançaient des chiens pour bouffer des chats sauvages, qui bouffaient les réserves d'Auchan dans un magasin à Orléans. Auchan a reçu 60 000 coups de fil furibard de gens, il a fallu mettre en congé maladie les standardistes d'Auchan qui se faisaient insulter, traités de criminels, etc. Et pareil, toujours chez Auchan, des caissières ont été licenciées dans le sud de la France. Elles ont monté une pièce de théâtre contre le groupe Auchan. J'ai dit à Auchan, mais c'est génial, ça, faut les financer. Quoi? Mais elles nous crachent dessus tous les soirs. J'ai dit oui, financez-les pour qu'elles vous crachent dessus tous les soirs. Parce que ça prouve à quel point elles sont plus intelligentes que les caissières de Leclerc ou de Carrefour. C'est bon pour vous. Parce que ailleurs, les caissières, elles vont faire quoi? Elles vont brûler des pneus et des cagettes sur le parking de l'hypermarché pour faire un piquet de grève pour empêcher les gens de rentrer. Et elles montent une pièce de théâtre contre vous. Non mais vous vous rendez compte? C'est fabuleux. Ça montre à quel point Auchan est une entreprise géniale. Donc financez-les. Bon, ils ont quand même pas osé, ils sont un peu trop classiques encore. Ouais. Donc la lutte par l'humour, Michael Moore et ses fameux films, quand il entoure Wall Street avec des bandes jaunes et qu'il dit sortez tous les bras en l'air au grand tenant de la finance mondiale avec les bandes jaunes que la police américaine met sur les scènes de crime, vous savez, tout le monde se marre évidemment. Ouais. Donc vision à long terme, Madame Bettencourt a au moins une qualité, la pauvre, c'est d'exister. Et grâce au fait qu'elle existe, L'Oréal a pu planifier 35 ans de développement mondial et de devenir une boîte incroyable, alors que justement une boîte comme Kravis, Kramer et Robert, qui gagne beaucoup d'argent mais qui n'a aucune vision globale, eh ben on peut montrer qu'ils en gagnent beaucoup moins que L'Oréal sur le long terme. Donc même au plan strictement financier, on voit bien que le fait de penser autrement qu'au profit à court terme est positif. Et la croissance du bien commun, bien sûr. Et enfin, et c'est la toute dernière clé du futur que je vais vous donner, et là je m'arrête pour la pause, eh bien c'est cette idée qu'en fait on est en train de rentrer dans une troisième ère de l'humanité. On a eu l'ère pré-moderne, où ce qui comptait c'était la force physique, le nombre de soldats, d'esclaves, d'ouvriers que vous aviez physiquement. Dans le capitalisme, ce qui compte, c'est la force mécanique. Personne va dire viens voir mes ouvriers comme ils sont beaux, comme ils sont forts, comme ils sont musclés. Non, non, non. On dit viens voir mes machines. Regarde mes machines, leurs chevaux vapeur, leur qualité. C'est ça qu'on montre. Et dans le post-capitalisme, ce qui compte, c'est la force intellectuelle. Force physique, force mécanique, force intellectuelle. Moyen-Âge, modernité, post-modernité. On a une vision magique du monde. Donc, comme on ne comprend pas le monde, on se réfugie dans la parole de Dieu. Et donc, on a une vision quelque peu fondamentaliste. Dieu apparaît dans le Coran, Dieu apparaît dans la Bible. Il ne faut pas changer une ligne, sinon, hein, vous êtes brûlé, pendu, égorgé, et vous avez fatwa sur la tête. Hein. Et puis, vous avez la vision scientiste. Dans le monde moderne, on croit qu'on explique tout. Et c'est ce que Prigogine vous a dit tout à l'heure. Cette vision scientiste, elle est dépassée. Elle est dépassée au profit de la théorie du chaos, de la mécanique quantique, du post-scientisme. Mais cette vision scientiste a généré un matérialisme qui a été constitutif de la modernité et pas seulement dans l'Occident. Mais aujourd'hui, il y a un retour vers la spiritualité qui est quelque chose de plus vaste que la religion. Mais la religion est inclue dans la spiritualité, donc il y a aussi un retour religieux. Mais il ne faut pas oublier Ben Laden et l'État islamique. Tous ces gens-là, c'est quoi ? Tous les terroristes du 11 septembre, ils sont diplômés ingénieurs de grandes écoles. C'est pas des mecs qui sortent d'une grotte en Afghanistan, comme on le croit trop souvent. Pas du tout. C'est des gens d'ici qui ont vomi le stade 2 et qui sont revenus au stade 1. Ou plutôt à ceux qu'ils croient être le stade 1. On voit au Maroc plein de femmes voilées tout en noir. Il n'y a jamais eu de femmes voilées en noir au Maroc. Mais on leur a enseigné que c'était ça le vrai islam. Sauf qu'elles portent un vêtement d'Arabie Saoudite qu'on n'a jamais vu au Maroc. Bon, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est très grave. Mais je veux dire, le problème, c'est que les pauvres, elles croient qu'elles reviennent à ce qu'elles croient être l'islam. Mais c'est pas évidemment leur islam. Ben, peu importe. Vous avez les gens du stade 2
qui reviennent au stade 1. 30% des gens en Occident sont déjà en stade 3. Ça, c'est les statistiques, vous savez, du Crédoc, qui le montrent. Et puis, vous avez plein de gens dans les pays du tiers-monde, des Chinois, des Hindous, qui tapent à la porte du stade 2. Nous, on veut consommer. Le premier marché pour Louis Vuitton, pour Ferrari, pour Chanel, pour Bentley, ben, c'est la Chine. Ben oui, parce que c'est là où les gens ils sont comme nous il y a 30 ou 40 ans. J'existe parce que j'ai une belle bagnole. J'existe parce que j'ai un sac Chanel. Alors que nous, on dit j'existe parce que j'ai vécu ça, parce que j'aspire à ça, parce que je suis ça. C'est ça, passer de l'avoir à l'être. Donc voilà les clés de compréhension que je voulais vous proposer. Et vous voyez la complexité du monde. C'est la première fois. Avant, on avait les anciens et les modernes. Mais là, on a les gens du 1 qui tapent à la porte du 2, les gens du 2 qui viennent dans 1, les gens du 2 qui passent dans le 3. Voilà donc les clés de compréhension que je voulais vous donner pour terminer. Donc vous avez bien vu les 8 voies pour s'en sortir, les choses à surveiller, les 2 formes de capitalisme qui existeront au XXIe siècle, parce que ce qui est en vert n'est pas simplement anecdotique et ce qui est en rouge ne va pas disparaître non plus, donc les 2 existeront, et puis les 3 étapes de l'humanité. Donc voilà les clés, une partie de quelques clés du futur que je voulais vous communiquer ce soir en espérant aider ainsi vos réflexions personnelles.